Je me suis juré de jamais être salarié. Et même pire, de jamais avoir un métier normal. Mais à la différence d'autres émissions, personne n'a jamais quitté le plateau, enfin, personne d'intéressant en tout cas. Et une vérité historique, ça n'existe pas. Vous pouvez tout discuter, y compris qui a gagné la bataille de Stalingrad. Il y a 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias. La liberté est quelque chose qui est moins aimé qu'autrefois, mais est-ce que, après tout, peut-être qu'on n'aimait pas tellement la liberté autrefois non plus. La démocratie, c'est sûr que c'est moins aimé qu'avant. L'état de droit est de moins en moins aimé. Il est combattu, y compris par les politiques, ce qui est quand même ça assez nouveau. C'est sûr que le conformisme paye. J'ai dit par ailleurs que les médias en France étaient en train de devenir une médiocratie. Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleeco.com/podcast. Allez, c'est parti. Eric Tadei, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, présentateur qu'on ne présente plus, mais on va le faire quand même. Parce que vous avez monté beaucoup d'émissions qui ont très bien marché et surtout qui ont plus marqué que marché. Et là, en ce moment, l'émission en date que vous faites, c'est Interdit d'interdire sur Russia Today, RT. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous le principe et la ligne d'Interdit d'interdire ? C'est alterner des émissions de débat et des émissions purement culturelles, donc les deux genres d'émissions que j'aime particulièrement animer, et de le faire d'une façon plus pédagogique. J'ai envie de dire que je ne le faisais autrefois sur Ce soir ou jamais, par exemple. Il y avait plus d'emphase sur Ce soir ou jamais, c'était plus ramenard, plus spectaculaire. Et c'est-à-dire plus de clash, c'est ça ? On va chercher des invités qui se... Non, pas forcément, mais bon, il y avait une espèce de théâtralisation. Là, il y a moins de théâtralisation, et d'autant plus que depuis un an, il n'y a plus personne sur le plateau, tout se fait en duplex. Mais voilà, c'est plus pédagogique. En fait, c'est le résultat d'une émission que j'ai animée sur Europe 1 qui s'appelait Le débat d'Europe Soir, où j'ai pris beaucoup de plaisir à des formats de débat à 4. Dans Ce soir ou jamais, on pouvait être 6, 8. Et dans des débats à 4, donc avec plus de temps pour que ce soit pédagogique et au fond que les gens qui ne savent absolument rien de la question dont on discute puissent y comprendre quelque chose. Ce qui n'était pas forcément un souci que j'avais dans Ce soir ou jamais, qui était une émission en fait assez élitiste. Et élitiste, non pas dans le sens d'une élite quelconque, mais qui triait un peu ses spectateurs. C'est-à-dire, tant pis, on va pas faire tant d'efforts que ça pour que tout le monde comprenne. Donc en fait, il faut expliquer qu'est-ce que c'est la théâtralisation d'un talk show de débat. Pour moi, si vous voulez, toutes les émissions sont des émissions de la télévision. Ça fabrique du divertissement la plupart du temps. Et les émissions politiques aujourd'hui, c'est des émissions de divertissement politique. Donc on peut imaginer qu'une émission intellectuelle, même très intellectuelle, comme peut l'être Ce soir ou jamais, et très ambitieuse, c'est quand même du divertissement intellectuel. Ça remplace pas la lecture de Kant, si vous voulez, vous voyez. Et donc, moi, je l'ai pensé toujours en termes de spectacle intellectuel. C'était une émission de spectacle intellectuel. On voyait les gens réfléchir, on les voyait s'affronter gentiment, enfin parfois méchamment, mais Étienne Chouard et Attali ou de Marie-France Garot. Ça restait ça restait de bonne aloi. Personne s'est jamais mis de coup de poing. Non, mais à la différence d'autres émissions, personne n'a jamais quitté le plateau. Enfin, personne d'intéressant, en tout cas. C'est arrivé une fois, en fait. Mais sinon, vous aviez quand même une part, c'était de la télévision. Les gens savaient qu'ils étaient à la télévision. Donc, il y avait, oui, il pouvait y avoir une certaine forme de dramatisation, mais pas voulue par l'émission, voulue par ceux qui y participaient. Donc, c'est là où je parle de théâtralisation. Quand vous êtes à la radio, et c'était le cas du débat que j'animais sur Europe 1, par exemple, le débat d'Europe Soir, il n'y a pas toute cette part-là. La radio, le côté spectaculaire ne joue pas, par définition. Et donc, j'ai animé à ce moment-là une émission qui était plus pédagogique, et j'ai assez apprécié ça, et j'ai gardé ça dans Interdit d'interdire.
Et sur interdit d'interdire, donc c'est moins de théâtralisation et plus arriver en profondeur sur un sujet, c'est ça ? À profondeur dans la mesure du possible. Le côté pédagogique, c'est pas forcément... La profondeur, elle est toujours là. Dans une émission où vous avez des gens intelligents, il y a toujours de la profondeur. Enfin, j'espère, j'essaye. Mais quelle que soit d'ailleurs leur position, leurs opinions. Mais la pédagogie, c'est autre chose. C'est de prendre le temps d'expliquer à celui qui ne sait pas. Et voilà. Ça n'est pas l'ignorer. On peut ignorer les gens qui ne savent pas en considérant que bon, bah, on n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps de leur expliquer le b.a.-ba. Et bah, là, on va prendre le temps, un peu. C'est pas toujours possible, mais un peu. Mais c'est un format qui dure combien de temps, interdit Ça dure 52 minutes, hein, mais on n'est que 4. Parfois, on n'est même que 2. Donc, enfin, ils sont 2. Et pourquoi un titre aussi provocateur qu'interdit d'interdire ? Parce qu'à la base, en plus, ce slogan, c'est une connerie. Ben, je le croyais. Je croyais que c'était en fait une invention de Jean-Yann. Et en fait, non. C'est pas un slogan de mai 68, mais c'est un terme qui a été employé par Alain Sauvageau, l'un des leaders de 68, en mai 68, qui répondait à une interview et on lui disait que la manifestation du lendemain avait été interdite et il a dit pour nous, c'est interdit d'interdire. Donc c'est bien un mot d'ordre de mai 68, si vous voulez. C'est pas, comme on l'a cru, une plaisanterie de Jean-Yann se moquant de mai 68. En tout cas, dans les deux sens, ça m'allait très bien. Interdit d'interdire, c'est une réponse à l'époque. On est une époque où on a envie d'interdire de plus en plus de choses. Moi, j'ai grandi dans un pays où on autorisait de plus en plus de choses. Aujourd'hui, on interdit de plus en plus et on est très fiers de ça. Je me suis dit que j'étais très fier d'opposer l'inverse. Et c'est quoi alors cette logique de vouloir interdire ? Enfin, aujourd'hui, quelque part, si on veut tout cadrer, si on veut tout verrouiller, quelque part, est-ce que c'est parce qu'on a l'illusion d'avoir trouvé la vérité et que du coup, s'en écarter n'a plus aucun sens ? Non, c'est parce qu'on se sent menacé. Quand vous avez l'impression d'avoir raison, d'avoir trouvé la vérité et que ça ne suscite plus de discussion, vous vous en foutez d'interdire quoi que ce soit, puisque vous avez raison et que tout le monde est d'accord avec vous. C'est l'autorité de fait. Voilà, c'est quand vous vous sentez menacé, de plus en plus minoritaire dans vos certitudes, que vous voulez tout interdire, si vous voulez. Et interdire aussi bien l'alcool, la drogue. Vous voyez, bientôt la France sera le dernier pays à interdire le cannabis, par exemple. Vous voyez, c'est assez rigolo. Un pays qui était plutôt très tolérant vis-à-vis de l'alcool, etc. Bon, la drogue, c'est autre chose, c'est pas notre culture au départ. Mais bon, c'est assez rigolo qu'on continue de penser que tous les autres qui fument librement du cannabis sont des barbares. Vous voyez ? Moi, personnellement, je me suis jamais intéressé au cannabis, donc je m'en fous complètement. Mais ça me fait rire. C'est déjà interdit le cannabis. C'est déjà interdit le cannabis. C'est interdit en France, oui. Oui. C'est pénalisé, alors que c'est dépénalisé dans la plupart des pays voisins. Oui. C'est dépénalisé aux États-Unis, enfin dans la plupart des États, etc. Alors qu'ils étaient en tête, leaders de la guerre contre la drogue. Et voilà, on sera bientôt les derniers à vouloir mettre les gens en prison parce qu'ils fument du cannabis, les derniers à leur mettre des amendes, etc. Et c'est quoi alors ? J'en sais rien, il faudrait leur demander. J'ai souvent posé la question, il y a plein de... La majorité des hommes politiques voudraient, enfin la majorité, il y en a bon nombre qui voudraient légaliser le cannabis. Ils savent que cette guerre est perdue d'avance. On l'a perdue, la guerre contre les trafiquants de drogue, on l'a perdue. Elle nous coûte des milliards. Ça occupe les policiers, ils savent très bien que ça ne sert à rien. Les pauvres, encore un est mort récemment sur un point de deal. Ça a causé une manifestation devant l'Assemblée nationale. Tout ça pour strictement rien. Et on ne s'est jamais autant drogué en France qu'aujourd'hui. Bah, surtout si c'est en libre vente à côté, quoi. C'est un peu. Non, mais c'est très facile de trouver. Toutes les drogues aujourd'hui sont extrêmement faciles à trouver. C'est en dépit du fait qu'on consacre un temps fou et des sommes folles à le combattre. Donc tout ça ne sert à rien, mais on continue, on s'arc-boute. Et les hommes politiques qui voudraient légaliser, généralement se retrouvent seuls et attaqués par leurs collègues, quand bien même leurs collègues pensent comme eux. Vous voyez, donc, mais voilà, ça devient folklorique, quoi. Moi, je le regarde comme un truc folklorique. Et du point de vue des idées, est-ce que, par exemple, moi, je pense, par exemple, la question de l'euro, ce qui m'a toujours fasciné, parce que l'euro, c'est pas l'immigration, c'est pas la drogue, c'est pas, voilà, ça devrait être un sujet chiant, en fait, l'euro, quand on y réfléchit, parce que c'est assez technique. Pourquoi est-ce qu'il y a une église autour de ça, dans les médias?
C'est-à-dire que quand on tape sur l'euro, parce qu'il y a eu une église pendant longtemps, il y a eu une église sur tout ce qui concernait l'Europe, parce que c'était justement une sorte de vérité révélée. C'était ce qui devait faire consensus. Et ce qui a fait consensus pendant très longtemps, et encore aujourd'hui d'ailleurs, ceux qui voudraient nous sortir de l'Europe sont extrêmement minoritaires. Marine Le Pen a essayé à un moment de faire une campagne sur la sortie de l'Europe. On n'a jamais trop su ce qu'elle pensait, elle. Mais... On ne sait jamais ce que pensent les hommes politiques. On sait en revanche ce qu'ils disent. Mais c'est pas pour autant ce qu'ils pensent. Mais elle a essayé, ça s'est révélé très mauvais. Il faut dire qu'on va rester dans l'Europe pour rassurer les Français. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on leur dit que c'est la panacée et que si on en sortait, ce serait la catastrophe, qu'ils veulent pas en sortir. Donc voilà, ça fait partie des credos dans lesquels on a beaucoup cru. Il y a peut-être de plus en plus de gens aujourd'hui qui, crois-moi en tout cas, qui en voient les limites et les contradictions. Moi, je sais que dans Ce soir ou jamais, j'ai été un des premiers à inviter des économistes qui étaient contre l'euro. Et ça m'était reproché. Reproché, comment ça? Parce que vous aviez toujours un journaliste, toujours les journalistes qui vous reprochent les trucs. C'est jamais les autres. Hein. Oui, donc des confrères en fait. Oui, qui disent c'est pas bien, il faut pas, gna gna gna. Bon. Et puis un jour, quand l'euro a été vraiment mis en péril, très critiqué, je me souviens des économistes pro-euro qui sont venus débattre avec les anti-euro en me disant putain, j'aurais jamais cru qu'un jour je serais obligé d'aller défendre l'euro. Mais pas parce que je les y forçais, c'était les événements qui les forçaient. Donc voilà, toutes les religions révélées, si vous voulez, il y a toujours un problème, à un moment ou à un autre, les gens s'aperçoivent que c'est une religion. Mais après, il y a peut-être de bonnes raisons d'y croire, ça n'empêche rien, mais c'est une religion parmi d'autres. Mais par exemple, en science, même sur les choses évidentes, il y a toujours des gars qui essayent de trouver des nouveaux modèles. Oui, enfin, ça dépend pourquoi. Ça consiste pas à dire que le carré est rond. Non, bien sûr que non. Mais il consiste à dire, tiens, on pourrait peut-être regarder ça différemment, on pourrait peut-être tout péter, la science, la contradiction est scientifique. Une vérité scientifique existe tant que le contraire n'a pas été prouvé. Et ils essayent tous, parce que celui qui y arrive, il est prix Nobel, parce qu'il a réussi, comme Einstein, c'est le fameux exemple, mais quand il a cassé toutes les théories de Newton, en disant, attendez les mecs, j'ai mieux, bon, au début, il en a chié. Mais bon, là, on est dans quelque chose qui est Mais pourquoi dans les idées, ça marche pas pareil, vous qui en avez reçu parce qu'il n'y a pas de vérité scientifique dans les idées. Vous pouvez pas. Qu'est-ce que c'est qu'une vérité scientifique? C'est quelque chose qui peut être reproduit. Une vérité qui peut être reproduite. Donc, vous pouvez la vérifier, si vous voulez. Il n'y a pas de vérification du communisme, même du capitalisme. Vous voyez, vous pouvez pas faire une expérience sur la totalité des individus pendant tant de siècles. Donc, ça veut dire qu'on est dans un autre ordre. Le marxisme, on peut en discuter, mais on n'aura jamais la preuve que ça marche ou que ça marche pas. Ouais, mais le stalinisme, on a des doutes quand même. Le stalinisme, il se trouve que les résultats, en tout cas le nombre de crimes, nous dissuadent d'en faire la panacée. Mais d'autres pourraient vous dire, ça n'a pas empêché Staline de gagner la guerre et d'être peut-être le vrai vainqueur d'Hitler. Ça, vous pouvez pas dire le contraire et vous pouvez pas non plus le démontrer. Vous voyez, donc on peut en discuter. Oui, bien sûr. Voilà, ça fait. Il n'y a pas une vérité historique, ça n'existe pas. Vous pouvez tout discuter, y compris qui a gagné la bataille de Stalingrad. Et alors, on discute de quoi alors? De quoi on parle en vrai quand on fait ça? L'histoire, c'est un discours sur le réel. Et comme l'économie, c'est un discours sur le réel. Le journalisme, c'est un discours sur le réel. On peut discuter de tous les discours sur le réel. La science, c'est vraisemblablement un discours sur le réel, mais qui peut être prouvé. Voilà, c'est la grande différence. On peut répéter les faits, ça. Vous pouvez les prouver, mais l'histoire, le journalisme, c'est l'interprétation des faits. C'est le discours sur le réel. Et alors, à quoi ça sert d'en causer si au final on peut défendre tout et n'importe quoi? Vous pouvez pas forcément défendre tout et n'importe quoi, mais vous pouvez avoir sur les mêmes faits des interprétations fort différentes. Et de ces interprétations différentes vont découler des tas de choses, et notamment la façon dont vous allez voter. Donc, ça mérite d'en discuter. Vous voyez ? Parce qu'en gros, est-ce qu'on pourrait dire que peu importe les idées, ce qui compte, c'est la qualité des hommes? Ce qui est à l'inverse de beaucoup de choses. Si on peut discuter de tout et argumenter de tout... Vous avez des gens charmants qui vont défendre des idées insupportables, ou en tout cas dont les conséquences seraient dramatiques. Vous pouvez appauvrir tout un pays avec des idées et un physique charmant. Donc il y a bien une tangibilité des choses quand même. À un moment, on est confronté à la réalité. Évidemment que les choses sont tangibles. J'ai pas dit que la vérité n'existait pas. J'ai pas dit non plus que le réel n'existe pas. Je dis simplement que vous pouvez avoir des discours totalement contradictoires sur les mêmes faits. Et donc, ça mérite d'en bavarder.
d'en débattre à partir du moment où on est dans une démocratie. Mais si on veut pas être dans une démocratie, et il y a de moins en moins de gens qui ont envie d'être dans une démocratie, les choses vont peut-être changer. Vous le voyez ça dans les débats, qu'au final le goût pour la liberté, parce que la démocratie, le côté liberté, finalement diminue largement au profit de la tranquillité? Oui, ou de la sécurité, ou de la revanche, ou de toutes sortes de choses qui font que oui, la liberté est quelque chose qui est moins aimé qu'autrefois, mais est-ce que, après tout, peut-être qu'on n'aimait pas tellement la liberté autrefois non plus. On est le dernier pays communiste d'Europe, c'est ça que vous nous dites? La France? Non, sûrement pas. Mais non, la liberté, c'est sûr. La démocratie, c'est sûr que c'est moins aimé qu'avant. L'état de droit est de moins en moins aimé. Il est combattu, y compris par les politiques, ce qui est quand même ça assez nouveau. La démocratie, ouais. Moi, je pense que de toute façon, quand on a peur, on renonce à se défendre. Et aujourd'hui, c'est un concours à qui fera peur le plus et qui va prospérer sur la peur. Donc, comme les gens ont de plus en plus peur, ils défendent pas même ce qui les défend eux-mêmes, contre eux-mêmes. À quel moment on est devenu un peu mou du genou comme ça, là Je sais pas. Et je sais pas si ça s'appelle mou du genou. Certains diraient qu'à quel moment on s'est durci. Je sais pas, ça peut s'expliquer de tellement de manières différentes. On vieillit, on est de moins en moins riche, on est de moins en moins porté sur l'avenir, on a peur de l'avenir, on fait de moins en moins de recherches. Notre enseignement est de plus en plus critiqué. On va mal, on est un pays qui va mal. On gère le déclin ? Je sais pas, ça c'est... Les déclinologues m'ont toujours paru... c'est un peu un cliché, le déclin. Qu'est-ce que ça veut dire, le déclin? Par rapport à quoi? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on n'est pas... vous voyez, on n'est pas dans une période d'ascension, ça c'est sûr. Donc fatalement, quand vous êtes moins nombreux, plus vieux, moins riches, que vous avez plus peur de l'avenir, ça donne pas des résultats extraordinaires en général. Et les jeunes dans tout ça, est-ce que... C'est très différent. Les jeunes n'ont pas grandi dans le même monde que leurs aînés. Quand vous passez d'un monde, quand vous avez grandi avec la télévision et quand aujourd'hui vous grandissez avec Internet, c'est pas la même chose. Quand vous grandissez avec la télévision, on a tous une culture commune. Je parle de la télévision qu'on a pu connaître où il y avait 4 chaînes. Quand il y avait Claude François, même si vous détestiez Claude François et que vous pouviez pas supporter ses chansons, vous étiez obligé de connaître Claude François. Aujourd'hui, les gens de 20 ans, il y en a plein qui savent pas qui est Julien Clerc, qui l'entendent pas, tout simplement. Aujourd'hui, on est dans des cultures de niche. Vous pouvez passer toute votre vie sans entendre autre chose que du rap ou autre chose que du classique. C'était difficile autrefois, c'était voire impossible. J'étais obligé d'entendre ce qu'écoutaient les autres parce que tout le monde écoutait la même chose même s'il ne l'aimait pas. Tout le monde avait vu le film du dimanche soir à la télé. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Vous voyez, donc vous pouviez faire une émission qui faisait 40%, 50% de part de marché, ça n'existe plus. Donc tout ça, c'est en segmenté. Si vous voulez, vous vivez pas la même chose. Grandir avec la télé, tout le monde montait dans le même train. On était obligé de partager le même wagon, mais on montait dans le même train et le train il avançait. Et puis il y avait le wagon des amateurs de Claude François et le wagon des anti-guerre du Vietnam, si vous voulez. Mais en gros, ça avançait. Les Beatles, les Rolling Stones, oui, machin, n'importe voilà, quoi d'autre. Parce qu'au final, il y avait 5 chaînes et 10 radios. Voilà, quoi. et puis vous aviez 2 partis, ou la gauche, la droite, enfin tout ça était relativement simplifié, on va dire. Et aujourd'hui, c'est quoi Internet? C'est que vous allez dans un aéroport avec une quantité infinie de terminaux, et de tous ces terminaux, vous prenez des avions qui partent dans toutes les directions à la fois. Donc fatalement, c'est beaucoup plus compliqué et à gérer, et surtout cette complexité du monde qui fait que vous avez un tel choix, parfois vous paraît insurmontable. Et donc le complotisme qui a l'avantage de tout expliquer avec une explication, c'est quand même assez pratique. C'est pour ça qu'à mon avis, le complotisme est la maladie de notre époque, mais elle touche pas seulement les complotistes. Tous les anticomplotistes sont devenus complotistes. Et c'est effroyable. C'est-à-dire que leur façon de réfléchir est une façon totalement complotiste. Et sauf qu'ils ont l'impression qu'ils sont dans le bon camp parce qu'ils défendent la ligne du parti. Oui, ou en tout cas les vérités officielles. Et souvent les bonnes d'ailleurs, mais ils les défendent si tellement mal par moments que ça m'effraie, presque autant que les complotistes. Dire complotiste, c'est un peu maintenant tu te tais, quoi. Non, c'est censé représenter une tournure d'esprit.
Mais malheureusement, cette tournure d'esprit s'est diffusée même à ceux qui combattent cette tournure d'esprit. C'est affreux. Et pourquoi, enfin, on a quand même le sentiment dans les médias qu'il y a une homogénéité de fait, enfin, qui se voit. Moi, les titres des journaux, par exemple, ça me choque toujours parce que un titre est repris les mots-clés du titre sont repris dans tous les journaux et à peu près de la même façon et dans la même hiérarchie des titres. Vous avez un mimétisme médiatique qui, à mon avis, révèle... Vous savez, en général, quand un secteur va bien, économique, les entreprises se multiplient. Quand il va mal, quand il est sur une pente descendante, il y a beaucoup de concentration. On pourrait dire que dans le journalisme, c'est ça. Non seulement il y a beaucoup de concentration économique, TF1, M6, c'est parce que ça va mal. Mais aussi, vous pourriez dire la même chose sur l'uniformisation des titres et des modes de pensée et de la lecture des événements. Pourquoi ? Parce que c'est un milieu qui se sent assiégé, en perte de vitesse, de moins en moins valorisé, avec de moins en moins d'argent, donc qui souffre de cette paupérisation. Assiégé ou ringardisé ? Non, parce que assiégé, c'est par qui ? Non, parce que ringardisé, c'est méchant et c'est pas juste. Assiégé, parce qu'il fut pendant très longtemps, les journalistes français ont eu le monopole de l'information en France. On pourrait dire que la première fois ils ont commencé à avoir un peu peur, c'est au moment de la guerre du Golfe, où tout à coup, il y a de CNN qui débarque sur les chaînes françaises. On a l'impression qu'on n'est pas capable de montrer la guerre en Irak, et c'est vrai, on n'en était pas capable, donc autant montrer CNN. Et tout à coup, vous voyez CNN à la place de telle ou telle chaîne. Et vous dites, putain, c'est autre chose. Parce que c'est vrai, les images de CNN de la guerre du Irak, c'est normal, c'était la chaîne américaine. Donc, un faux spectacle. Elle avait les meilleures images. Ouais. Et là, tout à coup, les journalistes français, pour la première fois, se retrouvent avec un concurrent puissant, CNN. Et puis après, ça n'a cessé d'empirer. Il y a eu Al Jazeera, il y a eu RT, Russia Today. On s'est dit, mais les autres aussi vont faire de l'information comme ça. Mais attendez, c'était nous l'information. Bon, les Américains, on veut bien, il y a une tradition, démocratie. Mais les autres, c'est pas de l'information. C'est pas sérieux. C'est forcément de la propagande. Voilà. Et alors après, vous avez Internet, c'est encore pire. Tout le monde se met à faire de l'information. Alors, de qualité très variable, il faut bien reconnaître. Hein. Madame Michu, quand elle fait de l'information, c'est pas forcément The Economist. Vous voyez ? Mais sur Internet, vous faites plus tellement la différence entre Madame Michu et The Economist. Je dis entre nous, pour moi, The Economist, c'est le meilleur journal du monde. Hein, mais c'est de mon point de vue. Je comprendrais très bien qu'on l'aime pas. Mais pour moi, c'est le meilleur journal du monde. Et en plus, on n'y signe pas ses papiers. Donc pour moi, c'est la noblesse totale, si vous voulez. Bon. Mais aujourd'hui, vous êtes dans un monde où il est difficile de faire la différence entre Madame Michu, qui s'exprime sur l'actualité, et The Economist. C'est un problème pour les journalistes. Alors, vous voyez, donc là, ils sont vraiment assiégés. C'est à la mot. Ils sont 400 et puis il y a une armée de Mexicains autour qui vont forcément leur faire la peau à plus ou moins long terme. Et donc ils se la pètent. Ils jouent du clairon comme David Croquette. Ils ont l'impression qu'on est en train de les assassiner. Et ils se tiennent les coudes. Et ils s'imitent tous les uns les autres. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils n'ont plus beaucoup de moyens pour enquêter par eux-mêmes. Donc c'est plus facile de copier voisin. Et puis surtout ça les rassure. C'est-à-dire qu'ils sont sûrs d'être dans le bon camp. Vous voyez, puisqu'ils sont d'accord entre eux pour expliquer tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je parlais d'une gestion du déclin, en fait, parce qu'ils sont en train de se ratatiner. Oui, et mais au moi, final, on peut parler de déclin. Moi, j'y vois plus une façon d'essayer de survivre qui est souvent maladroite. Je reconnais, parce que ils imitent aussi leurs erreurs, ils imitent plein de trucs qu'ils devraient pas imiter, ils se contredisent, ils disent beaucoup de bêtises, ils sont prêts à faire voter des lois anti-fake news qui se retourneront contre eux. Enfin, tout ça est une catastrophe, à mon avis, et accélère leur déclin, puisque vous voulez parler de déclin, qu'autre chose. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas facile d'être journaliste aujourd'hui. Moi, je me sens pas très journaliste. J'ai toujours dit que j'étais un animateur de radio et de télévision. Mais j'ai quand même, je sais bien au fond de moi, une fibre journalistique. Je suis pas un enquêteur, je sais pas faire ça, je déteste ça, je serais très mauvais. Donc je sais que c'est difficile. Mais je vois bien les commentateurs, tout ça. C'est plutôt ça. La tradition française, c'est pas l'enquête. La tradition du journalisme français, c'est le commentaire. Et malheureusement, tous les commentaires se ressemblent.
Et voilà. Bon, parce qu'il y a quelque chose, moi, que j'avais en tête, et je pense que c'est une idée fausse, mais je voulais aussi avoir votre avis, c'est qu'on a le sentiment, on se dit, bah voilà, il y a 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias, et du coup, on se dit, bah c'est les gars, avec leur argent, ils nomment un préposé, un sous-fifre, ou je sais pas quoi, enfin, un petit gars avec un costard noir, avec un air méchant, qui va contrôler, en fait, ce qui s'écrit dans les rédactions. Mais j'ai jamais été dans une rédaction, je sais pas ce que c'est. Bah non, mais à la télé, vous avez fait des grosses télés, donc... Moi, j'ai toujours fait ce que je voulais, j'ai toujours été le directeur de ma propre rédaction. Oui, mais ça veut dire que ce petit gars-là, en fait, il n'existe pas dans tous les gens comme vous avec qui j'ai discuté, il y en a pas, c'est du conformisme de métier. Oui, mais c'est-à-dire c'est du... Mais je comprends aussi ceux qui disent, mais attends, c'est pas par hasard s'ils nomment chacun nomme celui qui lui ressemble en pensant peut-être faire plaisir à son patron. Que son patron soit un milliardaire ou que son patron soit l'État français, c'est la même chose. Vous avez peut-être des gens qui nomment des gens qui vont faire plaisir à l'actionnaire. Que ce soit l'État ou un milliardaire. C'est possible. Je n'en sais rien, j'ai jamais été là. Moi, j'ai travaillé... Ah oui, mais tous les gens que j'interviewe dans les médias ou que je rencontre, ils me disent, j'ai jamais vu ce gars-là. Donc, voilà. Est-ce que c'est pas simplement une corporation, en fait, qui se... C'est très possible. Le conformisme dont on parle, ce que moi je vois comme une mentalité d'assiégé, il faut pas que je fasse de vagues, il faut que je ressemble à tout le monde et comme ça on me foutra la paix, c'est ce qu'on appelle le conformisme. Bon, c'est sûr que le conformisme paye. J'ai dit par ailleurs que les médias en France étaient en train de devenir une médiocratie, c'est-à-dire où on aime ce qui est dans la moyenne. On n'aime pas ce qui est trop brillant et on n'aime pas ce qui est trop nul. Soyez dans la moyenne, vous réussirez. C'est vrai, c'est ce qu'on voit. C'est le prototype du conformisme, etc., etc. Mais bon, vous avez toujours des exceptions. Et donc, j'ai l'impression que ce qui, moi, dans ma génération, faisait que plus on était différent, plus on avait de chances de se faire remarquer et être encouragé, et qu'on vous donne les émissions que vous aviez envie, ce qui, moi, m'est plutôt arrivé, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça devient plus difficile. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Mais parce qu'on est dans une espèce de rythme de survie où les gens ménagent le potager et on essaye de durer, quoi. Parce qu'il y a mentalité d'assiégé. Voilà. Et puis le directeur, il nomme des gens pas trop pénibles, un peu consensuels, et puis voilà, quoi. Certains le voient comme ça. Moi, j'ai du mal à penser. Moi, j'ai l'impression que c'est pas ça le problème. En tout cas, c'est pas la mainmise idéologique. Mais j'ai peut-être tort. Mais moi, j'ai jamais vu la mainmise idéologique. En tout cas, elle s'est jamais exercée contre moi. J'ai travaillé pour des milliardaires et j'ai travaillé pour l'État. Bah oui. Et voilà, personne m'a jamais emmerdé. Vous voyez ? Et vous pouvez le dire, vous avez toujours fait ce que vous voulez. Toujours. Et personne m'a jamais téléphoné. Et vous n'êtes pas le seul. Moi, tous les gars à qui j'ai causé, ils me disent la même chose. Ils disent, ouais, peut-être qu'il existe, mais j'ai pas vu l'homme qui a vu l'homme, quoi. Voilà. Mais cela dit, parmi tous ceux qui vous avez posé des questions, est-ce qu'ils ont vraiment fait des trucs encore originaux et dangereux ? Ou est-ce qu'ils ont rien fait d'original et de dangereux et qui vous disent, bah non, c'est normal, j'ai jamais vu puisque j'avais pas besoin, puisque j'étais déjà comme ça. Donc, vous voyez, on peut tout expliquer. Si vous avez envie d'avoir une lecture paranoïaque des choses, vous pouvez l'avoir. C'est ce qu'il y a de bien. C'est on est toujours dans la lecture, les discours sur le réel. Sur les mêmes faits, vous pouvez avoir une interprétation paranoïaque et une interprétation optimiste et joyeuse. Moi, je suis plutôt optimiste et joyeux. Mais en général, pas forcément sur des sujets très particuliers. Et alors, à quel moment vous êtes adonné à la dissidence en partant sur RT ? Mais moi, simplement parce que j'ai vu, vous vous êtes fait critiquer vertement pour ça. Pas tellement, je croyais bien pire. Franchement, j'étais déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux. Ce qu'il y a, c'est qu'ils pouvaient difficilement penser que j'allais faire le propagandiste de quoi que ce soit. Vous voyez, j'ai travaillé 10 ans pour France Télévisions, j'ai jamais fait la propagande du gouvernement. Je vais pas commencer à faire la propagande d'un gouvernement qui est même pas le mien sur une chaîne comme RT. Donc, vous savez même pas quoi dire en fait. Le propagande, faut être dans la ligne du gars en plus. Je donne jamais mon avis et j'ai toujours invité des gens qui n'étaient pas d'accord et même des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur ce que je fais toujours sur RT d'ailleurs. Et donc j'ai été sur RT tout simplement parce que c'est ce que j'ai dit à l'époque, c'est que c'est la seule chaîne qui avait encore envie de faire des vrais débats. Donc il n'y en avait pas d'autres. Ça sous-entend quoi ? Ça, vous ne pouviez pas inviter qui vous voulez Non. C'est que simplement, moi, on sait très bien que ce que je vais faire, je vais le faire à ma manière. Donc personne m'invite pour que je fasse personne ne m'engage pour que je fasse le contraire de ce que je fais. Ce serait idiot. Donc il se trouve que quand vous avez envie de faire des trucs originaux, un peu haut de gamme, etc., vous pouvez éventuellement vous tourner vers moi. Mais si vous avez envie de faire des trucs très conformistes, pas très intelligents, etc., vous ne me demandez pas. Il se trouve que
à ce moment-là, c'était plutôt la mode, c'était de faire des trucs pas très originaux. Et d'ailleurs, vous remarquerez que depuis quelques années, il n'y a absolument aucune émission de télé qui est née, originale et nouvelle. Il n'y en a pas. La dernière, ça doit être Quotidien, qui s'appelait le Petit Journal, et qui doit avoir 15 ans maintenant. Vous voyez ? Depuis, il n'y a rien de nouveau, je crois. Enfin, je n'ai rien vu. Personne ne m'a parlé de rien. Moi, je ne regarde pas la télé, mais en général, quand il y a de nouvelles émissions, on me le dit, je les regarde. Et là, je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Parce que c'est pas, en ce moment, ils sont pas dans l'idée, on va faire des trucs originaux, nouveaux et intéressants ils sont plutôt dans l'idée, oh là là, les gens intéressants regardent plus la télé, il faut qu'on travaille pour ceux qui restent, il faut surtout pas les choquer, sinon eux aussi ils vont partir. Donc faisons ce qu'on a toujours fait et surtout pas de vagues. Bon, c'est ça la mentalité. Le minimum syndical, quoi. Oui, et puis, truc très conservateur, on a peur de son ombre, quoi. Attends, fais pas ça. Et du coup, les gens, ils ont jamais vu ça, ils vont se partir. Vous avez proposé des formats et ils n'ont pas été acceptés. Vous êtes allé les proposer à RT, c'est ça? Et eux, ils ont... Non, ça se passe pas. Moi, je propose jamais rien. Donc, comment ça marche? Parce qu'on connaît pas, nous. Non, mais ça marche très différemment selon les gens, si vous voulez. Et moi, mon problème, je l'ai déjà raconté, tout ça n'a rien de nouveau. Parce qu'à un moment, j'ai arrêté ce soir ou jamais, ce qui me choque pas qu'en bout de 10 ans, on vous dit, bon, ce serait bien de faire autre chose, pourquoi pas. L'autre chose, il s'est avéré que c'était une fois par mois. J'ai trouvé que c'était un peu bizarre pour quelqu'un qui avait fait une émission qui avait eu un tel succès. Et ensuite, le truc une fois par mois, on vous le passe à 1h du matin parce qu'on vous explique que c'est trop intelligent et que ça va faire peur aux gens. Là, vous savez qu'il n'y a plus de réconciliation possible. Vous voyez, voilà, c'est tout. Donc à ce moment-là... Et du coup, c'est là que ça se fait le pivot. Donc là, à ce moment-là, vous arrêtez. Donc j'ai arrêté. Et puis, j'ai pas fait d'ailleurs de télé pendant un an. Enfin, si, je faisais dardard. Et puis, il se trouve que à ce moment-là, RT est venu me proposer ce que d'autres n'ont pas fait. Si d'autres m'avaient proposé, bah, tiens, qu'est-ce que tu as envie de faire d'intelligent, etc. Non, le truc qu'on m'a proposé, c'était aucun intérêt. Et le seul, c'était RT. Donc j'ai dit oui à RT. Et du coup, si on revient aux origines de Frédéric Taddeï, où est-ce que vous avez grandi en fait? Comment, pour comprendre comment on en arrive là, à faire des émissions à la télé, à faire... Vous avez grandi où, vous, à la base? Où est-ce que vous... J'ai grandi à Boulogne, dans une famille assez classique, moderne, typique des années 60-70. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier, vos parents? Mon père était banquier et ma mère était femme au foyer. Et voilà, c'était pas... J'avais absolument aucune idée quand j'étais adolescent de faire ni de la radio, ni de la télévision, ni d'être journaliste, ni de faire de la presse écrite, tout ça m'intéressait pas du tout. Enfin, ça m'intéressait, mais c'était pas une idée de carrière. C'est arrivé comme ça. Moi, j'aurais plutôt préféré être écrivain, vous voyez, mais j'avais pas assez de talent pour être écrivain. Donc, en fait, je me suis rabattu sur la presse écrite d'abord, un peu par... Mais alors, Boulogne, c'est quoi? C'est un quartier riche, un quartier pauvre? C'est quoi que Boulogne dans les années 60? C'est vrai que Boulogne, c'est très... Vous avez les quartiers très très riches, près de Roland-Garros, vous aviez un quartier très pauvre, enfin, pas très riche, qui était près des usines Renault. On va dire que j'étais à la moitié. Sur la ligne de démarcation? Non, j'étais plutôt dans les familles aisées de cette époque-là. Mais pas les familles avec beaucoup de propriétés. Moi, dans ma famille, on n'est pas propriétaire. Voilà, on dépense tout. On sait qu'on n'héritera de rien. Côté artiste? Non, pas du tout, non. Mais voilà, on thésaurise pas. Et c'est un défaut. Hein, mais... Et petit, alors, à quoi vous rêviez, petit? Je me souviens pas. À bien m'amuser. À coucher avec beaucoup de femmes. Et avoir beaucoup d'argent. Bah, ça, c'est ado, ça. Enfin, au ouais, moins, c'est 12 ans, en fait. Ça, c'est 12 ans. 12 ans? Ouais, parce que j'avais vu un film qui s'appelait Le Mouton enragé, de Michel Deville, et c'était Jean-Louis Trintignant. Je lui ai dit un jour, quand je lui ai dit que j'avais voulu être lui, parce qu'il disait toujours cette phrase, on lui disait je veux coucher avec beaucoup de femmes et gagner beaucoup d'argent. Et dans le film, il le faisait. Et je trouvais ça très chouette. Je me disais, c'est un idéal de vie, quoi. Donc, à 12 ans, les nanas, c'était déjà... Ah non, mais vous voulez faire pour plus tard. Plus tard. Mais non, j'étais... dans la vraie vie, j'étais plutôt sentimental et romantique. Ouais. Voilà. Mais je voyais comme une espèce d'idéal inaccessible, d'être cynique et froidement calculateur.
Ah ouais, et comment? Parce que c'est quoi? C'est l'attrait des projecteurs? Ah, pas du tout. Non. Non, j'aime pas du tout la célébrité. Moi, je trouve ça vulgaire. Ah, c'est ballot. Enfin, il y a des célébrités sympathiques. Quand vous êtes un grand artiste, c'est très agréable, c'est une récompense. Mais quand vous faites de la télévision, c'est une célébrité automatique. Vous êtes célèbre en fonction du nombre de gens qui vous regardent, ce qui est très vulgaire. Et après, vous pouvez, il peut y avoir un peu de gloire là-dedans. On pense que ce que vous faites est très courageux, très original, très exceptionnel. Alors on vous aime un peu plus que n'importe quel autre animateur de télé. Et on peut être sensible à ça, mais le fait qu'on me reconnaisse dans la rue m'indiffère totalement. Et moi, on me reconnaît, vous savez, pendant 8 ans, je fais Paris Dernière, on ne me voyait pas. Et ma voiture était très célèbre, et moi, pas du tout. Et je trouvais ça extrêmement chic. J'ai toujours eu l'impression que les Daft Punk m'imitaient. Mais du coup, à l'école, vous étiez plutôt bon, plutôt moyen, plutôt... Juste ce qu'il fallait pour passer. Ouais, je sais pas. Sur tous mes bulletins, il y avait écrit « peut mieux faire ». Et d'ailleurs, aujourd'hui, à la télé, pendant très longtemps, j'avais l'impression qu'on pensait de moi « peut mieux faire ». C'était très drôle. Du coup, après le bac, comment... Rien. 10 ans de vacances. 10 ans de vacances? Ouais. Jamais passé un examen. Je crois que je suis recordman de France des inscriptions en première année de fac. J'en ai fait 6, c'est interdit. J'attendais de... Je m'étais mis en position, je me suis dit, si tu fais pas d'études, tu seras obligé d'avoir une carrière plus intéressante. Vous voyez, tu seras pas... J'avais été traumatisé, j'avais fait un stage l'été dans la banque de mon père, et je voyais tous les copains de mon père, que je voyais le week-end à la campagne. Ils avaient tous des très belles maisons de campagne. Et ils avaient tous l'air très heureux avec leurs enfants. Et puis en fait, je les ai découverts là. Mon père voyageait tout le temps. Il était abonné à toutes les lignes aériennes. Et lui, il se marrait vraiment, quoi, parce qu'il était jamais là. Mais tout à coup, j'ai vu les autres qui étaient là. Et ils regardaient leur montre, et à 17h, ils allaient au club photo. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas une vie, quoi. Au club photo. Oui, il y a des clubs photo. À l'époque, il y avait des clubs photo dans des banques. C'est-à-dire un club photo? Ils allaient développer leurs photos dans le... Ah oui, avec les... Comme il y a les clubs théâtre, vous voyez. Enfin, le club photo, visiblement, chez les banquiers, c'était mieux vu que le club théâtre. Et et je me suis dit, c'est pas une vie, quoi. Donc, je me suis juré de jamais être salarié. Et même pire, de jamais avoir un métier normal. Donc, je me suis mis en position de ne pas avoir un métier normal. Si vous voulez. En ne faisant ni études, ni passer d'examen, vous êtes à peu près sûr que vous n'aurez pas un métier normal. Et cette passion, enfin, ce stage-là, près des clubs photos, c'est à quel âge? Donc, ça, c'est à 16 ans, quand vous voulez vous acheter une chaîne IFI et que vous travaillez dans la banque de votre père pendant un mois. Hein, c'est juste ça. D'accord. Et vous avez votre bac, et après, pendant 6 ans, ça se passe comment? 10 ans. 10 ans. Alors, rien. Vous bien vivre. Oui, au début, je voulais être écrivain, donc je me suis mis à écrire. Après, au bout de 4-5 ans, j'ai réalisé que je ne serais pas un grand écrivain, donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve autre chose. À 4-5 ans. Voilà, mais vous vivez la vie... Vous faites vos études. Moi, j'ai fait mes études. Là, j'ai fait, on dirait, mes humanités. Moi, je préfère dire, j'ai fait mes études personnelles. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai été dans les musées, j'ai écouté beaucoup de musique. Je me suis intéressé à tout, et en gros, j'en vis aujourd'hui. J'avais pas rien fait. Pendant 10 ans, je pouvais sauter d'un sujet à l'autre, comme je peux le faire aujourd'hui. Je peux interviewer des gens dans tous les domaines. Et je peux le faire même successivement. Je peux en faire 4, là, si vous voulez. Un joaillier, un politique, un économiste et un braqueur de banque. Ouais, voilà. Et, je l'ai fait dans Paris Dernière. C'était le système. Dans Paris Dernière, ça se passait toute la nuit. J'interviewais un ancien Premier ministre. Je finissais dans un club échangiste. Je parlais avec le balayeur, avec le DJ. Je suis totalement... Il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre... Et donc, mais ça, c'est grâce à mes 10 ans de vacances. Vous voyez. Donc 10 ans de vacances, donc de 18 à, ça nous amène à 28 ans? Ouais, enfin de 19 parce que... Et comment on sort de 10 ans de vacances? Avec beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que j'ai fait un journal. À ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je m'y mette. J'avais 29. À 29 ans et demi, j'ai créé mon journal. C'était vraiment limite. 30 ans, ça devenait problématique. Vous viviez de quoi déjà pendant la vingtaine? Vous vivez avec des cours de maths, avec des petits boulots à droite à gauche. Ouais, j'avais fait quelques plaquettes de pub. C'était un peu là, parce que dans les années 80, la pub, c'était vraiment très très haut placé. Et j'étais assez bon pour faire des plaquettes de pub. Et j'ai qu'une peur, c'est qu'on me propose d'en faire de plus en plus, parce que j'allais être happé par l'argent facile. Et... Donc j'ai créé mon journal et en fait j'ai fait un journal en un mois, j'ai écrit la moitié du journal, vous voyez.
parce que je connaissais personne dans la presse. Donc j'ai écrit la moitié du journal. Vous pouvez le faire. C'était quoi le thème du journal ? C'était le premier trimestriel entièrement thématique. C'était un moment très particulier que personne n'a remarqué. En 1990, vous avez une espèce de disparition des grandes figures de la méchanceté. Et puis il y a un truc que personne n'a remarqué. Disparition des grandes figures de la méchanceté. Ouais, c'est toutes celles qui avaient hanté les années 60-70, même 80, tout à coup disparaissent parce que le monde communiste s'écroule à l'Est, donc tous les dictateurs disparaissent, mais même Kadhafi, Arafat se reconvertissent en type fréquentable. Le seul qui résiste, c'est Saddam Hussein. D'ailleurs, 6 mois plus tard, il y a la guerre du Golfe. Et puis, tous les dictatures sud-américaines s'effondrent. Tout à coup, ça devient des démocraties, etc. Et c'est une espèce de moment très particulier, comme ça, où c'est le nouvel ordre mondial dont parlera George Bush, déjà le père. Et puis, vous avez un truc que tout le monde appelait de ses voeux depuis très très longtemps et qui, là, c'est là et personne ne le remarque. C'est la paix dans le monde. Vous voyez, je suis le seul mec qui a remarqué qu'en mai 1990, il y avait la paix dans le monde. Et plus de guerre. Pratiquement pas. Il y a des petits conflits qui sont là larvés, mais il y a la paix dans le monde. Et personne ne le remarque. En fait, ils s'en foutaient complètement de la paix dans le monde. Ils trouvaient ça sympa de l'invoquer comme ça, la paix dans le monde. Mais quand elle est là, personne ne la remarque. Parce qu'en fait, vous avez tout le monde ses problèmes. Vous voyez, la paix dans le monde, c'est jamais qu'un des problèmes, quoi. Et donc, s'il n'y a plus celui-là, vous en avez d'autres. Et c'était intéressant. Et donc, j'ai fait mon premier journal là-dessus. Ça a eu pas mal de succès. C'est-à-dire, premier journal là-dessus sur la paix dans le monde ? Ça s'appelait Les Méchants, sur la disparition des méchants. Et sur la paix dans le monde, qui n'intéressait personne. Et qu'au fond, ce que j'expliquais dans ce journal, c'est que les méchants allaient nous manquer. Parce que tant qu'on avait des méchants, on pouvait penser qu'on était les bons. Mais quand vous avez plus de méchants, que tout le monde fait semblant d'être bon, vous voyez, on commence à se regarder en face. C'est plus difficile de passer pour un type bien. Ouais. C'est souvent par comparaison. D'ailleurs, il y a beaucoup de thèses là-dessus qui ont été faites depuis en expliquant qu'aujourd'hui, on s'est un peu perdu parce qu'on n'a plus de figure c'est pour ça que vous détestez votre voisin, en général. Parce que l'homme a besoin d'avoir peur et de détester. De se positionner, ouais. Et c'est dans nos gènes. C'est comme ça que nos ancêtres préhistoriques ont survécu au mammouth. C'est en ayant les fois, si vous voulez, les plus courageux sont morts. Vous voyez, c'est plutôt les lâches qui ont survécu. Et donc, on a ça dans le... Et donc, aujourd'hui, où il n'y a jamais eu aussi peu de guerres, en tout cas, elles sont jamais fait aussi peu de victimes. Et même, en dépit de ce qu'on nous raconte, la violence est à un de ses niveaux les plus bas de l'histoire de l'humanité. Il faut que vous inventiez des peurs et des adversaires. Et vous voyez, alors donc, on va se mettre tous à trembler sur des trucs qui méritent pas de trembler. Ça veut pas dire qu'il faut pas les combattre, mais il faut pas en avoir peur. Bon, mais nous, on va se faire peur avec ça, parce que c'est dans nos gènes, c'est important. Encore une fois, celui qui n'a peur de rien... C'est le premier à mourir. C'est pas celui, forcément, qui aura la plus grande longévité et le plus d'enfants, quoi. Oui, c'est celui qui n'a pas peur des lions et qui veut s'en taper un toutes les semaines. Voilà. Ça réduit son espérance de vie. Voilà, c'est dans nos gènes, faut comprendre. Et ce journal, alors, il était à quelle fréquence et il s'appelait comment ? Il s'appelait maintenant, c'est un trimestriel. L'idée, en fait, je l'ai fait pour me faire engager par d'autres journaux, puisque je connaissais personne. Donc j'en ai fait 4 numéros, c'était juste assez pour que Jean-François Bizot m'appelle, me demande de venir faire Actuel avec lui. Jean-François Bizot, c'est ? Ah oui, ça, c'est un problème. Un problème de génération. Jean-François Bizot... Faut expliquer, faut tout expliquer, sinon on va les perdre, là. C'était le patron d'Actuel, et c'est lui qui a inventé la presse branchée en France, on va dire. Et tout ce qu'on a pu voir à côté, c'était des imitations d'Actuel. Mais sans sortir de chez soi. Actuel, c'était un magazine très branché, vous faisiez le tour du monde. Vous voyez, vous regardiez pas la télé. Tous les magazines branchés qui ont suivi, c'était des magazines qui vous racontaient la vie en regardant la télé. Nous, on faisait le tour du monde. C'était quand même plus chic. Comment ça, on faisait le tour du monde ? Vous voyez, même ça vous paraît dingue. À l'époque, on faisait le tour du monde, quoi. Vous partiez... On prenait l'avion et on y allait, quoi. Avec des notes de frais et... Voilà. C'est vrai. Et ça, c'était journal ou c'était télé ? Ça, c'était un journal. Et puis en dessous, 2 étages plus bas, il y avait Radio Nova, où j'ai fait mes débuts à la radio. Et puis voilà, et puis en même temps, il y a plein de magazines qui m'ont appelé pour que j'écrive des éditos, je fasse des interviews, des trucs comme ça. Donc voilà, j'étais lancé dans la presse, quoi. Donc un écrivain réussi, même si c'est des articles de journaux.
Ah non, ça n'a rien à voir. Pour moi, tout le monde est écrivain. Il suffit de lire la rentrée littéraire en septembre, les 600 romans d'écrivains. Ça n'a aucun intérêt. L'important, c'est d'être un grand écrivain. C'est comme tout le monde est artiste. L'important, c'est d'être un grand artiste. Donc non, à un moment, vous n'êtes pas écrivain, vous n'êtes pas un grand écrivain, donc vous n'êtes pas écrivain, et vous écrivez dans la presse, en écrivant peut-être pas trop mal, mais c'est plus le même exercice. Il faut pas confondre. Vous voyez, je fais pas partie des gens qui font éditer leurs articles de journaux. J'estime que les articles de journaux, c'est fait pour être dans les journaux. C'est pas fait pour... Ils sont déjà édités. À part quand vous êtes un grand écrivain. Et là, tout ce que vous avez écrit étant intéressant, vous pourriez même publier vos tweets. Vous voyez, si c'est Proust qui les a écrits, les tweets, ils sont passionnants, il faut les lire. Mais si c'est un journaliste qui a écrit même des romans, c'est pas forcément nécessaire. Ou des ministres qui écrivent des livres. Oui, mais ça, c'est encore autre chose. C'est un autre sujet. Et comment on en arrive après à vos premières émissions de télé? Je crois que Paris Dernière... Quand vous étiez à Radio Nova, à l'époque, vous aviez toutes les chances un jour ou l'autre que Canal+ vous appelle. D'ailleurs, je crois que Jean-François Bizot avait 1% de Canal+ au début. Mais Nova était un peu le laboratoire de Canal. Vandel sort de Canal, de Nova, Jamel Debbouze, Édouard Baird, Brigitte Cornan, enfin il y en avait plein, si vous voulez. Je fais partie de cette tradition. Quand ils avaient besoin, ils regardaient d'abord à Nova. Et puis à un moment, vous savez, il y avait au même moment, il y a eu M6, il y a eu Paris Première qui m'ont appelé. Mais à ce moment-là, ça m'intéressait pas spécialement. Moi, c'est quand on m'a proposé Nulle part ailleurs. J'ai dit, écoutez, c'est pour être le chroniqueur qui vient tous les jours à heure fixe, qui fait le même truc, ça m'intéresse pas. Vous avez refusé Nulle part ailleurs ? Hein ? Vous avez refusé Nulle part ailleurs ? Non, j'ai dit simplement, si c'est pour venir faire sa petite crotte de chroniqueur à heure fixe, non. Mais on m'a dit, non, vous restez, ce sera une nouvelle partie, la première partie, vous restez toute l'émission et vous pouvez parler de n'importe quoi. J'ai dit, à ce moment-là, je veux bien qu'on en parle. Et je suis allé en parler et puis ça l'a fait. Mais je me suis dit que j'y allais en touriste. Vous voyez, je regardais plus la télé depuis longtemps, donc je savais même à peine ce qui s'y faisait. J'étais étonné par plein de trucs, d'ailleurs. Et voilà, il se trouve que c'était Canal+, qui était un peu l'entreprise mythique des Français à l'époque. Tout le monde rêvait d'être à Canal+. Donc il se trouvait que c'était vraiment un endroit très agréable. Pour quelqu'un comme moi qui avait fui l'entreprise, c'était plutôt sympathique. Et les gens avaient plutôt bon goût. Enfin, ils avaient du goût. C'est pas forcément de bon goût, mais ils avaient du goût. Et je me suis particulièrement bien entendu avec Alain de Greff, avec Pierre Lescure. Enfin, surtout avec Alain de Greff à l'époque. Pierre Lescure, je l'ai bien connu, mais plus après. Tant qu'il était le PDG, je gardais plus ma distance, même si lui était très charmant, très proche. Mais avec Alain de Greff, j'avais une proximité, une complicité qui était très agréable. Et voilà, c'était quelqu'un, vous saviez, que quand il me disait un truc, je l'écoutais, quoi. Comme j'ai écouté Patrice Duhamel, plus tard France Télévisions. C'est des types, tout à coup, ils vous impressionnent, parce que tout à coup, vous avez l'autorité du professionnel, mais que moi, je reconnais comme tel. Il y a des très grands professionnels, simplement, ils font pas ce qui, moi, m'intéresse. Mais vous en avez certains qui comprennent ce que vous faites, qui l'apprécient, à sa juste valeur, et qui sont de très bons conseils. Voilà. Thierry Ardisson, en tant que producteur de Paris Dernière à l'époque, a été comme ça aussi avec moi. C'est-à-dire quand ils vous parlent, vous les écoutez. Puis il y en a d'autres, ils peuvent vous dire n'importe quoi. Et parfois, ils ont raison d'ailleurs, mais vous les écoutez pas. Est-ce que vous dites que nos visions de ce métier sont irréconciliables ? Donc jusqu'à Paris Dernière, vous avez quel âge quand vous commencez Paris Dernière ? Je sais pas. 36, 37 ans peut-être. J'ai commencé à faire de la télé à 33 ans. Je suis resté 4 ans à Canal, donc 37 ans. Et après 8 ans de Paris Dernière. Donc à Canal, c'était Nulle part ailleurs ? Ouais. Et ensuite 8 ans de Paris Dernière, et puis Ce soir ou jamais, de 46 ou de 45 ans à 55 ans. Et c'était quoi l'objectif, l'enjeu de Paris Dernière, donc pour ceux qui... C'était de faire c'est une émission en caméra subjective dans laquelle moi je filmais, j'interviewais les gens et ensuite je réalisais l'émission. C'est moi qui la montais. Enfin, j'avais un monteur, mais donc là tout à coup c'est l'œuvre d'art totale, si vous voulez, à la télévision, ce qui est très rare. À la télévision, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas être tout le monde. C'est sur quelle chaîne ? Au cinéma.
Au cinéma, malheureusement, tout le monde n'est pas Charlie Chaplin, vous voyez. Et encore, Charlie Chaplin, dès que ça est devenu parlant, il était moins bon parce qu'il était très mauvais pour les dialogues. Mais sinon, il était très bon en tout. Il faisait même la musique. Et c'est très rare. C'est quelle chaîne, Paris Dernière ? Paris Première. À une époque où Paris Première, en plus, était la chaîne qui était devenue la chaîne branchée à la place de Canal, qui à l'époque était dans une très mauvaise passe, plus du tout créative. Il n'y avait plus tous les gens qui avaient fait Canal, le vrai. Et donc, c'est un peu le noir. Donc, tout le monde se reporte sur Paris Première, où il y a Ardisson, il y a Marie-Christiane Marek qui fait la mode, il y a Michel Field, il y a plein de gens bien qui font... Et donc, Paris Dernière, à l'époque, c'est regardé par absolument tous les Happy Few de France. Vous voyez que vous aviez 18 ans, vous habitiez en province, vous regardiez Paris Dernière, parce que c'est ce qui vous donnait envie de monter à Paris. Alors, Happy Few, c'est quoi, ça? Faut expliquer, parce que... Les Happy Few, on va dire, c'est les gens dans le coup, les gens trendy. Les gens, je veux pas dire les gens à la mode ou les branchés, mais c'est un peu ça, on va dire. Et les affranchis, si vous préférez. Et voilà, Paris Dernière, c'était la chaîne de ces gens-là. C'est-à-dire que... Mais aussi bien qu'ils soient connus, c'était les mêmes. Hein. Les gens célèbres regardaient Paris Dernière parce qu'ils regardaient leurs copains. Ils voyaient leurs copains comme on les voyait pas à la télévision. Parce qu'ils étaient dans une autre logique. Donc c'était une émission très agréable à faire, mais que je faisais en caméra subjective. Et surtout, je pouvais faire ce que je voulais en termes de montage, de mettre de la musique. C'était très arty. C'est-à-dire que c'était très créatif artistiquement, ce que n'est jamais une émission de télévision, ou en tout cas pas de manière aussi riche. J'estime que Ce soir ou jamais était une très jolie émission, très bien filmée, avec un très beau décor, etc., etc. Mais c'était pas une création quotidienne. Alors que Paris Dernière, le format est posé, et ensuite oui, on puis après, le format. Elle reste belle, mais là, je repartais tous les jours à zéro. Du jour au lendemain, je pouvais faire une émission totalement muette si j'avais envie. Je pouvais tout accélérer. J'accélérais les images, je faisais du jump cut. En termes de montage, c'était passionnant, et en termes de filmage aussi, c'était intéressant parce que c'était la seule émission qui était faite entièrement avec une petite caméra numérique. Donc, c'était l'époque où d'ailleurs tous les animateurs, les jeunes animateurs de télé, j'avais remarqué, ils faisaient tous avec une petite caméra numérique, donc ils avaient absolument que faire, mais c'était la mode, quoi. Vous voyez. Et donc, c'est une émission qui était révérée un peu par tout le monde parce qu'elle était particulièrement créative. À une époque où la télé ne l'était déjà plus tellement. Et d'ailleurs, c'est aberrant qu'une émission comme celle-ci soit restée la seule émission branchée pendant 8 ans. Normalement, vous la faites, puis 2 ans après, il y en a d'autres qui trouvent le moyen de... Là, rien, personne n'est jamais venu nous titiller. Et comme si les branchés avaient jamais pensé qu'on pouvait faire de la télé. Vous voyez, alors que moi, tout à coup, je me suis régalé. Vous voyez. Et mais non, ça n'a jamais... il n'y en a pas eu d'autres depuis. Et au-delà du côté artistique, c'est quoi? C'est une ouverture sur les autres, c'est-à-dire vous avez une photographie, enfin, si on peut dire, de l'époque. Vous n'avez pas tellement de films qui vous racontent le début des années 2000. Il n'y a pas de film emblématique. Là, il y a Paris Dernière. Quand il y aura la nostalgie des années 98-2008, 98-2006, vous aurez Paris Dernière. Voilà. D'ailleurs, il y a des mecs qui en trouvent de temps en temps, qui les mettent sur Internet, parce qu'elle s'est arrêtée juste avant que YouTube, Dailymotion, etc. explosent. Donc, vous n'avez pas mes Paris Dernière à moi, ils ne sont pas sur Internet. Très peu. Et c'est très bien comme ça, d'ailleurs, parce que sinon, vous ne pourriez pas avoir tout ce qu'il y a dedans. Si les gens avaient pensé qu'ils se retrouveraient un jour sur Internet cloués comme des papillons jusqu'à la fin de leur jour, ils n'auraient jamais fait ce qu'ils ont fait dans cette émission. Mais de temps en temps, il y a des jeunes d'aujourd'hui qui les retrouvent, qui les mettent dessus, et ils sont tous fascinés, en se disant, putain, est-ce qu'on était libre à l'époque? Ce qui est vrai, mais le contraste est assez féroce pour notre époque. Alors, libre comment? À quoi vous faites Parce que ne serait-ce que vous arrivez dans un endroit et tout le monde clope, déjà vous avez l'impression que vous êtes libre. Vous voyez, je conduis en buvant de l'alcool, j'étais convoqué au CSA assez souvent d'ailleurs. C'était la loi E20, c'est 90, ça. Oui, mais c'était tout à coup, est-ce qu'on avait le droit, ils me voyaient boire de l'alcool et ensuite je conduisais ma voiture. Et je leur disais qu'en fait, c'était un trucage. C'est du montage. C'est pas moi qui conduisais la voiture. C'est vrai? Bien sûr, évidemment. Et puis, il y avait des tas de trucs. Évidemment. On voyait fumer. Alors, ils m'ont fait une guerre, comme ça, je devais arrêter de fumer. Je leur disais que j'étais dans la vraie vie, je n'étais pas dans un studio de télé. Un studio de télé, on fume pas, mais dans la vraie vie, on fume. À partir du moment où je montre des gens qui fument, je vois pourquoi je m'interdirais de fumer, moi.
Ah, parce que vous êtes l'animateur. Je dis non, je suis pas l'animateur là-dedans. Donc ça a été une longueur, mais j'ai toujours fumé. Et c'est passé Tout est passé, tout. Pourquoi ça? Parce que c'était bien fait. Quand c'est bien fait, tout passe. Comme dans la vie. Et c'était une émission extrêmement sexuelle, par exemple. C'est-à-dire extrêmement sexuelle, c'était avec la scène. C'était une émission qui se passait la nuit, donc il fallait forcément que ça se finisse sexuellement. Donc c'est une émission qui était très célèbre pour la fin de ces émissions, qui était forcément sexuelle. Et donc on voyait dans Paris Dernière des trucs qu'on ne voyait nulle part ailleurs, si vous voulez. Ça a beaucoup joué dans le succès de l'émission, mais aussi parce que c'était bien fait, c'était pas vulgaire. Et donc à peu près tous les pays d'Europe nous ont envoyé une équipe à un moment qui venait voir pour pouvoir faire Paris Dernière chez eux. Et aucun ne l'a jamais fait parce qu'à chaque fois ils disaient non, c'est pas possible, on n'arrivera jamais à faire ça. On va se faire déboîter. Voilà. Mais c'était la France. À l'époque, on avait encore ces petites singularités-là, sur l'alcool, sur la clope, sur les vices en général, le sexe, etc. Tout ça est un peu parti aujourd'hui. Mais c'est pour ça que quand vous le regardez aujourd'hui, vous disiez, putain, on était libre. Moi, je suis un identitaire de ça. C'est mon seul côté identitaire. C'est que j'ai la nostalgie de la France hédoniste. Et vous, en tant que... Vous travaillez tout le temps seul, des idées seules, ou alors vous collaborez, vous êtes entouré? J'ai toujours des équipes, mais je prends toujours les décisions seul. Pas de non, puis collaboration Non, puis j'ai du mal à avoir des gens qui décident pour moi. Ça, c'est impossible. Donc, je peux avoir des gens à qui je demande conseil. Vous voyez, Thierry Ardisson était le producteur, je l'ai toujours écouté, mais Thierry ne m'aurait jamais obligé à faire un truc. Il me disait, moi, à ta place, je ferais ça. Mais c'est tout. Si j'avais pas envie de le faire, il m'obligeait pas à le faire. Et si je le faisais pas, je pouvais lui dire, bah, t'avais raison, j'aurais dû le faire. Et lui, il pouvait me dire aussi, bah, t'avais eu raison de pas le faire, parce que finalement, c'est très bien comme ça. Bah oui, je peux être avec quelqu'un, mais je peux pas. D'ailleurs, à l'époque, je signais jamais mon contrat. J'avais le contrat tous les ans de Paris Dernière, je le signais à la fin de l'année. Pour ne jamais être dépendant ni de Paris Dernière, ni de Paris Première, ni de Thierry Ardisson. Il pouvait pas me dire quoi que ce soit, me faire de l'autorité, puisque j'avais pas de contrat, je pouvais me barrer. Si vous m'aviez dit, fais ça parce que je te paye, je te disais, ben non, je m'en vais, et puis ça y est, c'est fini. Et ça toussait pas au niveau de la RH, non, des chaînes, en disant, non, ils étaient on habitués. peut pas vous payer parce que vous avez pas signé votre contrat? Non, ils étaient habitués, tout le monde le prenait bien. Mais ça me permettait d'être à égalité, voilà, c'était ma manière à moi. Sinon, vous êtes entre les mains, vous êtes comme à Hollywood, quoi. C'est-à-dire le salarié à qui on dit, bon, bah, maintenant, tu tournes tel western. Et une chaîne aurait très bien pu me dire, écoute, cette année, on va arrêter Paris Dernière, et puis tu vas animer un jeu. Ouais, j'aurais dit non. Bah, si, Coco, t'as signé ton contrat. Voilà. Oui, c'est arrivé à plein, hein. Enfin, pas de façon aussi caricaturale, mais... Donc, moi, voilà, je voulais pas qu'on puisse me dire, tu fais ça et tu la fermes. Maintenant, tu vas chez Motus et puis... C'est impossible, vous pouvez pas me dire ça. Donc, je signais pas mon contrat. Ah, une boule noire. Mais bon, c'est des trucs à moi, ça. Et je trouve que je le recommanderais pas forcément aux gens, hein. C'est ma manière de procéder. Donc un peu ingérable quand même, le TDI. Oui, au contraire, je suis extrêmement gérable. Ah oui, faites ce que vous voulez. Bah ouais, mais... Il n'y a pas à s'en occuper, ça se fait tout seul. Si vous me dites que j'ai tort, je peux vous écouter. Ouais, ça a du mal à passer quand vous le dites, voyez. Non, on a le droit de me dire que j'ai tort. Bon. Mais vous savez, l'important à la télé, c'est de savoir en quoi vous êtes bon. Ça, c'est Alain de Greff qui me l'avait dit. Un jour, on déjeunait tous les deux, il me parlait de tous les autres. Il me disait, machin, il sait pas en quoi il est bon, etc. Et j'ai compris son truc, il a tout à fait raison. Beaucoup de gens savent pas en quoi ils sont bons. Vous voyez, je sais pas, des animateurs d'émissions très populaires, ils rêvent que d'un truc, c'est de faire une émission politique. Ceux qui font des émissions politiques, ils rêvent d'animer des émissions culturelles. Et très souvent, ils le font, d'ailleurs. Et, vous voyez, ils veulent avoir l'air intelligents. Et la plupart du temps, les gens savent pas en quoi ils sont bons. Moi, j'ai l'impression que je connais mes limites. Vous pensez à Hanouna qui voulait animer le débat du second tour? Ah non, parce qu'il le fera selon les codes d'Hanouna. Un débat du second tour présidentiel? J'en sais rien, non, mais ouais. Je sais pas s'il veut. Quand il invite des hommes politiques, Hanouna, il les fait rentrer sur son territoire. Il va pas essayer de copier le territoire, qui n'a rien d'enviable, des journalistes politiques. Vous voyez, il fait venir les gens. Moi, je l'ai fait dans Ce soir ou jamais. Les politiques ne voulaient qu'un truc, c'était venir dans Ce soir ou jamais pour avoir l'air intelligent.
Sauf que c'était dur, parce qu'ils avaient en face des intellos, des vrais. Ils n'avaient pas des journalistes et des politiques. Donc ça les démontait, c'était horrible. Pour certains, c'était des carnages. Mais ils venaient sur mon terrain. Chez Hanouna, c'est pareil. En revanche, de vouloir aller sur le terrain des autres, c'est-à-dire tout à coup poser des questions, et alors, vous allez vous allier qui et vous serez candidat à la présidentielle. Vous voyez, comme si on allait vous annoncer, vous allez être candidat à la présidentielle 2 ans avant de votre émission. Eh ben allez, oui, tiens. Vous voyez, mais ils sont tous là, on dit, il sait jamais qu'il va mal comprendre la question, il va me répondre. Donc, on est dans une espèce donc, la plupart du temps, ils savent pas dans quoi ils sont bons. Ils pensent toujours qu'ils pourraient être partout, qu'on les enfermait dans un truc. Non, faut juste se dire qu'on est là où on doit être, qu'on a mérité d'être là. À tort ou à raison, par faiblesse ou par force, on est là. Moi, j'aurais pas l'idée d'aller animer un jeu. Vous voyez, c'est tout un art d'animer un jeu. Pierre Bellemare faisait ça merveilleusement bien. Et je me souviens, enfant, j'écoutais sur Europe 1 les jeux de Pierre Bellemare. Je peux pas dire que ça me fascinait, mais Pierre Bellemare faisait ça merveilleusement. C'est le téléachat, Pierre Bellemare. Oui, mais plus tard. Il a eu un passé. Il a pas été, il a pas toujours été vieux. Voilà. Et Pierre Bellemare, il n'était pas là à se dire, putain, j'aimerais animer une émission littéraire. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc en fait, ce que disait Alain de Grève, c'est trouver en quoi vous êtes bon et faites-le. Vous êtes bon, quoi. Voilà. Ou en tout cas, pas se tromper. Pas croire que parce qu'on est bon là, on serait bon aussi là-bas. C'est pas vrai. Et vous, alors, c'était quoi les figures de référence ou qui vous inspiraient, les modèles, un peu, non, les archétypes? Non, il n'y a pas de modèle. Il y a des gens pour qui vous avez, avec lesquels vous avez des affinités ou simplement dont vous avez aimé le travail. Et donc, il y avait Thierry Ardisson, il y avait, dans la vieille génération, il y avait surtout Jacques Chancel et Bernard Pivot. Mais jamais ça a été des modèles au sens où j'allais faire comme eux. C'est les Jeux de midi, Jacques Chancel, non, c'est pas ça? Non. Essayez pas de tout. Non, c'est pas bon. Les gens, ils taperont sur Internet. Vous ferez pareil en la regardant. Et donc voilà, c'était des gens, ils vous ont impressionné. Michel Pollack, dans un autre genre, j'ai apprécié ce qu'il faisait. Mais jamais j'ai eu envie même de les imiter. C'était d'ailleurs, les émissions que j'ai faites n'ont rien à voir avec toutes ces émissions-là. Et c'est simplement que pour vous, ce sont des références, mais c'est pas des modèles. Et Thierry Ardisson, justement, c'est un sacré numéro. Vous le connaissiez bien avant de travailler avec lui, Non. Non. Je l'avais croisé, mais c'est tout. Non. Donc c'est une amitié qui s'est faite. C'est des affinités électives, dirais de la fraternité sidérale, vous voyez, c'est-à-dire que tout à coup, vous êtes avec quelqu'un, et c'est comme si vous le connaissiez, parce qu'au fond, vous fonctionnez un peu de la même manière, tout en étant très différent. Thierry, il a une manière d'interviewer les gens qui n'est pas du tout la même. Si vous voulez, vous interviewez pas les gens en dehors de ce que vous êtes. Moi, c'est ma théorie. D'ailleurs, personne ne vous apprend à interviewer les gens. Tout le monde croit qu'il pourrait interviewer tout le monde, ce qui est faux. C'est un métier, intervieweur. Et vous n'avez pas 2 intervieweurs, enfin je parle des vrais intervieweurs, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Tous les mauvais intervieweurs se ressemblent, mais les autres ne se ressemblent pas. Parce que vous le faites à la manière dont vous... Voilà, ça vient de vous. Vous aurez beau essayer d'inventer des trucs, et Thierry l'a beaucoup fait, ça, de renouveler constamment l'interview avec des interviews toutes faites, qui sont souvent très habiles comme ça. Mais à ce moment-là, pour moi, il n'est plus intervieweur. Il sort des questions d'une boîte. C'est plus producteur, quoi. On produit un format, c'est un très bon producteur, d'ailleurs. Mais si vous parlez d'interview, un homme avec quelqu'un en face de lui et qui essaye de le faire parler, vous voulez même pas obtenir les mêmes résultats, d'ailleurs. Très souvent, Thierry, il veut qu'on lui dise comment vous savez ça. Et moi, j'ai envie qu'on me dise c'est vrai, j'y avais jamais pensé. Vous voyez, c'est pas du tout le même truc. On va pas utiliser les mêmes moyens, on va pas... Voilà. Donc, je sais plus pourquoi je vous disais ça. Dans les personnages inspirants et comment vous étiez... Donc Chancel, c'est encore autre chose. J'en ai beaucoup parlé avec lui, avec Pivot aussi. Chancel, c'est avoir une conversation, très peu de travail avant. C'est à peine s'il avait vu le film ou lu le livre de la personne qu'il avait en face de lui, mais en revanche, une conversation, on écoute beaucoup et on pose des questions à partir des réponses qu'on vous fait, par exemple. Moi, c'est un truc, je peux le faire par moment, mais c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de travailler.
Voilà, donc chacun a fait... Et Pivot, lui, il lisait tout, je crois. Pivot, très travailleur et très humble. Pivot, c'est se mettre toujours en dessous. Alors que Chancel, par exemple, c'est être à égalité. Moi, je suis plutôt avec l'idée d'être à égalité. Et Pivot, non, être en dessous, pour que l'autre ait envie de vous parler d'une manière... Parce que chez Pivot, il y avait un truc très pédagogique, l'envie qu'il y ait des gens qui, a priori, auraient pu être impressionnés par le fait de regarder une émission littéraire avec des intellectuels. Et il voulait justement qu'ils ne soient pas impressionnés. Donc, il était un peu leur intermédiaire. Ce qui est très généreux et qui l'a rendu très populaire. Parce que c'est des figures qui sont quand même très variées, parce qu'entre Pivot et Ardisson, il y a un monde. Hein. Ouais, ils ne devaient pas se croiser tous les jours, ces deux-là. Non, je crois qu'ils ne se sont jamais rencontrés, d'ailleurs, vous avez raison. Et, alors que moi, voilà, je suis aussi à l'aise avec les uns qu'avec les autres. Et on avait discuté aussi dans la préparation de cette émission sur le beau et le laid dans les émissions, oui. Et la grande audience et l'audience spécialisée. Et ça, je pense que c'est quelque chose... Hein? Je me souviens plus de la deuxième partie, mais... C'est un message important à passer, en fait, surtout quand on veut entreprendre, à savoir quel est un peu, pas le format, mais ce que l'on recherche. Et oui, notamment, on avait eu cette discussion, voilà, sur la cible. Est-ce qu'on veut vendre des paquets de céréales à des millions de gens, ou est-ce qu'on veut vendre... Est-ce que vous voulez vendre des Ferrari, ou est-ce que vous voulez vendre des 2 chevaux? C'est pas la même chose. 1000 Ferrari ou 100 000 2 chevaux, quoi. Voilà, exactement. Moi, je suis plutôt pour vendre 1000 Ferrari. Parce que c'est comme ça. Moi, je saurais pas le faire. Faire une émission populaire, je crois que je saurais pas le faire. Et c'est pour ça que j'ai jamais voulu faire une émission de prime time, par exemple. Vous voyez, parce que je sais que d'une manière ou d'une autre, à un moment, je serais segmentant. Et en faisant Ce soir ou jamais, où j'étais à partir de 22h30 sur une grande chaîne de service public, c'est là où je me suis le plus rapproché du centre. Mais voilà, tout en restant quand même à la marge. Vous voyez. Mais le centre, moi, ne m'intéresse pas. Pas parce qu'il n'est pas intéressant, mais parce que je ne saurais pas le faire. Et on disait que le plus grand dénominateur commun pour toucher tout le monde, globalement, vous me disiez que c'était quelque chose de laid. Mais c'est un truc que j'ai remarqué quand je vais faire Ce soir ou jamais, se pose la question du décor. Et je dis, moi, je veux faire une très belle émission. Ça fait 8 ans que je fais Paris Dernière, qui est la plus belle émission de la télévision française, et pour cause, on la tourne dans Paris, donc forcément, c'est très beau. Et en plus, c'est moi qui la filme, donc c'est magnifique. Donc, je veux que ce soit beau, parce que j'ai l'impression que quand j'allume la télé, tout est laid. Donc, je voudrais que ce soit beau, comme ça, on se singularise. Moi, c'est toujours la même chose, se singulariser. Et on me dit, pas de problème, on va voir une telle. Alors, je regarde une telle, et je dis, attendez, elle a fait tous les décors de toutes les émissions moches que j'ai vues. Je dis, oui, mais parce qu'ils lui ont demandé que ce soit moche. Donc moche, c'est vif, rouge, criard, tu lui demandes rose... que ce soit beau, elle va te faire un truc beau. Et effectivement, elle m'a fait le très beau décor de Ce soir ou jamais. Et c'est vrai qu'à par ailleurs, elle avait fait toutes les émissions les plus laides avant. Pourquoi ? Parce qu'il lui demandait que ce soit laid. Alors, il lui disait pas, je veux un truc laid. Mais il lui disait, je veux un bel escalier, vous voyez, impressionnant. Et vous savez ce que c'est qu'un escalier impressionnant dans une émission de télé française ? Non, c'est quoi ? C'est catastrophique. C'est forcément moche. Et pourquoi c'est décors, moche ? la table est toujours horrible. C'est affreux. Mais en quoi ? Parce que c'est criard, parce que c'est matu vu. Alors, je pense que... Alors, soit parce qu'ils trouvent ça beau, eux, qui est toujours possible, soit parce que c'est l'idée qu'ils se font du populaire. Ils pensent que les gens, le peuple, aiment les trucs moches. Et donc, on va le faire moche pour qu'ils soient chez eux. Mais après, quand vous allez chez les animateurs, vous apercevez que ça ressemble beaucoup à leur émission de télé. Donc, vous dites que finalement... Ils sont surexposés par les éclairages en néon, c'est ça ? Enfin, par les... Et donc, voilà, il y a un problème là, qui est mon problème, parce qu'eux, ils vivent tous ça très bien, et d'ailleurs, leurs émissions sont très regardées. Plus elles sont laides, souvent, plus elles sont regardées. Hein. Donc, alors, qu'est-ce que vous appelez laid ? C'est quoi c'est des choses trop lumineuses, trop criardes, trop vives. Oui, déjà il y a un problème de lumière. Très souvent la lumière est très laide, mais le mobilier est très laid aussi. L'intention est laide et j'ai peur que quand le mobilier est laid, la lumière est laide et l'intention est laide, la pensée soit laide. Vous voyez, très souvent. C'est-à-dire qu'en fait, ça part pas d'un bon sentiment que ce soit laid. Moi, je trouve que le bon sentiment veut que ce soit joli. Vous avez envie d'offrir aux gens de la beauté. Enfin, quelque chose de joli, oui. C'est-à-dire que la roue de la fortune, on la mettrait pas tous dans notre salon, quoi. Ben non. Et puis, le reste non plus, d'ailleurs. Hein.
Parce que, est-ce qu'on peut dire, là où j'essaye de peut-être de synthétiser, c'est-à-dire que si on veut toucher le plus large nombre... Je sais pas si c'est vrai. Moi, j'ai jamais essayé de toucher le plus large. Mais en gros, on s'adresse aux choses un peu reptiliennes, c'est-à-dire un truc simple. Par exemple, dans Ce soir ou jamais, bon, tout était magnifique. Mais il y avait une typo spéciale pour écrire ce dont parlait l'émission. Typo très spéciale. Un jour, Patrice Duhamel, encore une fois, super grand respect pour Patrice Duhamel, donc quand il me disait un truc, je l'écoutais. Et Patrice me disait, tu sais, ton émission marche très bien pour une émission aussi qu'il y ait autant de gens qui la regardent, c'est quand même assez extraordinaire. Mais il me dit, tu vois, ta typo, on n'arrive pas à lire. Si on arrivait à lire, tu gagnerais peut-être 4, 5 points d'audience. Je lui dis, tu crois, etc. Et je regarde ma typo et je lui dis, elle est très belle cette typo. Et donc, on va faire un essai. Donc, je regarde avec une typo lisible. Et tout à coup, l'émission était moins belle. C'était, tout à coup, elle se banalisait avec cette typo très lisible. Et j'ai compris pourquoi j'aimais cette typo. C'est qu'au fond, c'était une manière de dire aux gens, attention, ça va pas être facile. Il faut faire un petit effort pour regarder cette émission. Mais pour tout le monde, hein. Moi, je faisais un petit effort par moment pour comprendre ce que me disaient mes invités. Donc, c'était logique que les téléspectateurs, parfois, à un moment, fassent aussi un petit effort. Non pas de se dire, c'était pas du bullshit intégral comme certaines émissions de cultureux à 1h du matin, où on parle pendant 2 heures de danse classique, ou de théâtre d'avant-garde, et où personne comprend rien de ce qui se dit. Moi, c'était pas du tout ça. Mais vous aviez quand même des formules intellectuelles qui passaient, il fallait un peu s'accrocher. Et donc, voilà, c'était une manière de prévenir les gens, élégante, de dire peut-être que si vous n'arrivez pas à lire la typo, c'est peut-être que l'émission n'est pas pour vous. Vous voyez ? Et ben, ça s'est avéré très juste. Au fond, avec ma typo, que m'encourageait à prendre Patrice, très lisible, j'avais l'impression que l'émission descendait de gamme. Et donc, j'ai supprimé la typo tout de suite, il m'en a pas voulu, d'ailleurs. Et elle est restée comme elle était. Mais vous savez très bien qu'à un moment, voilà, ça sert à rien. À des moments, c'est une émission qui a fait des très gros scores. Et je disais toujours, attendez, c'est un accident qu'on fasse autant, quoi. Ne croyez surtout pas que je vais vous refaire la même chose demain, c'est pas possible. J'ai pas envie, ce sera pas bien. Et très souvent, d'ailleurs, les plus gros scores, c'était des émissions que j'aimais pas du tout. Voilà, vous savez que vous êtes pas fait pour ça. Vous êtes fait pour faire autre chose, vous. Et donc, quelque part, le beau, j'essaye de me mettre dans votre définition et de bien la reformuler, c'est quand la forme s'efface pour laisser place au fond. Ah non, vous avez la forme qui est très agréable, mais qui va... Et qui parasite pas, quoi. Non, mais qui est... Vous voyez bien, prenez, je sais pas moi, prenez un très beau tableau. Il y en a pas ici. Mais il n'y a pas de tableau. Donc prenez un très beau tableau. Vous pouvez, avec un très beau cadre, vous pouvez le mettre en valeur, ou vous pouvez au contraire le tuer. C'est vrai pour tout. Un bijou peut être très très mal présenté dans une boîte qui lui correspond pas, etc., etc. Je peux dire ça de tout. Et à la télé, c'est pareil, au fond. Alors parfois, le contour, l'englobant, est parfaitement en adéquation avec ce qu'il y a à l'intérieur. Il le met en valeur, mais au fond, ils se ressemblent, ils se complètent, ils sont parfaitement en harmonie. Dans la laideur ou dans la beauté. Et puis parfois, c'est en contradiction. C'est très laid, et vous dites, c'est bizarre que ce soit aussi laid, parce que finalement, c'était pas nul ce qu'il faisait. Mais ça dévore, la laideur enveloppe, et à la force, vous pouvez plus faire une aussi bonne émission dans un cadre aussi laid. Vous êtes obligé d'être contaminé par ça. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et cette volonté, en fait, de rétrécir l'audience, c'est pour pouvoir faire des choses plus spécialisées et aller plus dans le... Non, c'est pas de rétrécir l'audience. C'est, parce que Ce soir ou jamais, par exemple, une émission qui, pendant 10 ans, a fait pour une émission de cet ordre-là de grosses audiences. 700, 800 000 téléspectateurs pratiquement tous les soirs, en moyenne, c'est beaucoup pour une émission aussi haut de gamme. Mais à un moment, vous savez que vous ne pourrez pas faire 1,5 million. Pour faire 1,5 million, vous savez aussi, j'en avais parlé avec des gens de TF1, etc. Il m'a dit, mais tu la ferais sur TF1, tu ferais 1,5 million, 2 millions. Je dis, oui, qu'est-ce que tu ferais? Il me dit, déjà, on te mettrait des chroniqueurs. Parce que ça fidélise les gens, les chroniqueurs. Moi, c'était justement ce que je voulais pas. Je voulais que ce soit les invités, qui soient pas les chroniqueurs qui viennent faire leur numéro de chroniqueurs. Donc il me dit, les chroniqueurs, au moins, c'était sûr. Michel de Saint-Germain-les-Gonesse, il veut un mec qui ressemble à Michel de Saint-Germain-les-Gonesse, qui le rassure un peu, qui va faire des vannes à la Michel de Saint-Germain-les-Gonesse.
Et puis il veut la fille qui joue le rôle de la fille machin, et puis l'immigré qui joue le rôle de l'immigré, le facho qui joue le rôle de facho. Enfin, tout ça, ça aide. C'est rassurant. On est chez nous, quoi. On a notre petit feuilleton. Je voulais pas ça. Déjà, vous savez que c'est pas bon. Si vous voulez être plus populaire, il faut ça. Vous savez aussi qu'il faut que l'émission, la lumière soit moins tamisée. Parce qu'on se demande ce que ça cache. Vous voyez, ça fait un peu trop chic, cette image. Les gens aiment pas forcément. Et puis le décor, le mobilier, ça n'a pas l'air confortable. Et les gens, ils sont dans des trucs bien confortables, vous voyez, avec un truc comme ça. Ils ont envie que ce soit confortable en face aussi. Enfin, tout ça. Et c'est une espèce de dialogue entre une émission et... Donc, d'une manière ou d'une autre, en faisant de la télévision, vous, au contraire de ce qu'on croit, on choisit un peu son public. On peut intervenir. Si vous voulez tout le monde, vous écoutez tout ce qu'on vous dit et puis vous faites le plus possible pour qu'il y ait tout le monde. Mais si vous voulez, au fond, des gens qui aiment l'émission que vous avez envie de faire vous. Donc, faut pas habituer votre producteur ou votre diffuseur à faire 1,5 million. Parce que sinon, il va pas comprendre que vous redescendiez à 700 000 après. Si en revanche, vous faites tout le temps 700 000 et puis de temps en temps des pointes à 1 million, 1,2 million, 1,3 million, il est content. Vous voyez ? Mais si vous l'habituez à faire des gros scores, il voudra des gros scores tout le temps, c'est normal. Et c'est quoi le problème des chroniqueurs ? C'est que ça formate un peu trop le discours ? C'est des personnages. Et puis je m'en fous de savoir ce que Michel Bidule, acteur raté, pense de l'euro. Vous voyez, les gens de foot. Et les gens qui regardent dès Ce Soir ou Jamais, ils regardaient pas Ce Soir ou Jamais pour avoir l'avis d'un acteur raté sur l'euro, ni d'un journaliste, ni des tweets. Parce qu'à un moment, on m'a proposé de mettre des tweets. Je regarde pas Ce Soir ou Jamais pour avoir l'avis de leur voisine. Ils regardent Ce Soir ou Jamais pour avoir l'avis d'artistes et d'intellectuels sur des sujets sur lesquels ils ont travaillé. Donc voilà, moi, c'était ça l'émission. Donc c'est pas d'avoir des chroniqueurs qui viennent prendre de la place par rapport aux invités. Et très souvent, on met des chroniqueurs parce qu'on a peur du vide à la télé. Moi, je trouve que pendant 10 ans, il n'y a jamais eu de vide. Vous voyez ? Donc finalement, ils n'ont jamais regretté que j'ai pas voulu de leurs chroniqueurs. Mais si ils avaient voulu que je fasse 1,5 million ou 2 millions, il valait mieux qu'il y en ait. Mais c'était pas le sujet. Et aujourd'hui, alors maintenant que vous avez fait pas mal de choses, dont RT, c'est quoi les projets pour la suite ? J'ai aucun projet. Non, c'est vrai. Non. C'est de faire des choses qui me plaisent. C'est tout. Donc, voilà, c'est mon seul projet. C'est que ça me plaise. Que ça me plaise, que je sois fier de moi, mais je m'en fous totalement, que ça marche, que les gens m'en parlent, d'être célèbre, etc. J'ai été tout ça. J'ai eu tout ça, c'est très agréable, mais bon, à un moment, c'est bon, vous l'avez eu. Vous voyez, c'est une expérience. Moi, pour moi, je suis un touriste. À la télé, à la radio, je suis un touriste. Donc, vous avez des sensations. Le touriste, il va arriver, vous allez en Ouganda pour voir les gorilles, vous voulez les sensations, je suis là avec un gorille. Bon. Si vous revenez toutes les semaines, ou si pendant 10 ans, les sensations, c'est mousse. Vous voyez, donc les sensations que j'ai pu avoir en faisant Paris Dernière, ou en faisant Ce Soir ou Jamais, je les ai eues, je les ai trouvées formidables, je suis très heureux d'avoir vécu ça, et les gens m'en reparlent encore aujourd'hui, donc je sais que pour eux aussi, ça a eu du sens, mais c'est tout, c'est bon, je ne vais pas essayer de les recréer. Donc je cherche d'autres choses, qu'est-ce qui peut m'intéresser aujourd'hui ? Je vous l'ai dit, la pédagogie aujourd'hui m'intéresse plus qu'elle ne m'intéressait, par exemple. Et de faire une émission pour 10 000, 100 000 personnes, pour moi, n'est pas du tout un problème. Si vous voulez, il y en a d'autres, ça les rendrait malades. Moi, non, absolument pas. Je préférerais toujours... C'est les audiences d'interdit d'interdire, ça, à peu près ? Oui, enfin, quand vous faites interdit d'interdire, vous travaillez plutôt pour 100 000 personnes que pour 1 million. Ça peut arriver. Il y a eu des émissions qui ont fait 1 million. Mais d'ailleurs, déjà, c'est très difficile de savoir parce que vous passez sur tellement de canaux différents et de trucs que vous ne pouvez pas savoir. Vous voyez, par exemple, les gens qui vous regardent à la télé, vous ne savez pas combien ils sont. Vous pouvez savoir combien ils sont sur YouTube, mais pas à la télé. C'est l'inverse, vous voyez. Et donc, vous ne savez pas combien. Mais disons que vous dites que vous travaillez plus pour 100 000 personnes que pour 1 million. Mais c'est 100 000 personnes qui vont faire la démarche d'aller vous regarder. C'est déjà différent. Mais parfois, ils vont faire la démarche pour de mauvaises raisons. C'est plus qualitatif. Celui-là, j'aurais préféré qu'il ne me regarde pas. Vous voyez, bon. C'est plus qualitatif, les vues sur Internet. Non, pas du tout. Enfin, dans le sens où on sait mieux compter. compter. C'est juste, c'est une adhésion.
c'est différent. Le vote d'adhésion ou le vote d'élimination, c'est pas le même. Vous voyez, et les gens qui viennent vous regarder d'eux-mêmes, alors que pas en zappant, c'est toujours agréable. Voilà. Mais tout ça, c'est des détails. Je vous en raconte parce qu'on en parle. Ouais, c'est-à-dire qu'on a tous vu Papa Schulz à un moment à la télé, mais parce que c'était avant midi et il y avait rien d'autre, quoi. Voilà. Alors que sur Internet, zapper, ça n'existe pas. C'est pas même si vous surfez, mais vous pouvez tomber sur vous, mais à un moment, vous restez ou pas. Voilà. Donc tout ça me plaît bien. Et puis moi, je pense que de toute façon, l'avenir de la télé, c'est une économie de niche. Et donc, pour moi, je suis là où je pense qu'il faut être aujourd'hui aussi. Vous voyez, c'est pas sur les grandes chaînes traditionnelles. Même si demain, on me proposait une émission sur une grande chaîne traditionnelle, est-ce que ça pourrait m'intéresser? Ça dépend de l'émission. Voilà. Ça dépend de l'émission. Une émission que je ne pourrais pas faire ailleurs que sur une grande chaîne traditionnelle, j'imagine. Est-ce que aujourd'hui, pour les jeunes, c'est pas marginal, justement, la télé? Est-ce que ça fait encore partie de leur scope? Oui, mais sauf qu'ils ne savent pas qu'ils regardent la télé. Ils regardent Internet, eux. Vous voyez, quand ils regardent YouTube, ils ne regardent pas la télé, ils regardent YouTube. L'audience de YouTube, c'est celle d'M6. Ce sera bientôt celle de France 2. C'est-à-dire quand on... Le mariage TF1-M6. Ouais. Tout le monde dit que c'est contre Netflix. Non. Netflix vide des abonnements. TF1-M6 vivent de la pub. Oui, ça n'a rien à voir, mais quand vous dites YouTube, c'est l'audience. Donc TF1-M6, c'est contre YouTube. Parce que YouTube est en train de piquer la pub, et puis elle pique les téléspectateurs de TF1-M6, en tout cas les jeunes, ceux qui ne regarderont plus jamais TF1-M6. Il paraît, oui. Donc voilà, et à ce moment-là, c'est plus un monstre, comme on a décrit, super monstre. Non, c'est tout petit. TF1-M6, c'est ça. Et une chaîne américaine, c'est ça. Et puis Amazon et trucs, c'est ça. Oui, par rapport à ça. Mais YouTube, quand vous dites l'audience YouTube, c'est TF1-M6, c'est-à-dire que sur une même émission qui est rediffusée sur YouTube, on obtient les mêmes vues ou... C'est l'audience, si vous voulez, mais je parle au niveau français. Ah ouais. YouTube, c'est mondial. Ah ouais. Vous voyez ? Et donc, YouTube, c'est ça, en fait. C'est Google. Donc, mais bon, pourquoi je vous disais ça ? Par rapport aux jeunes, en fait, en disant est-ce que faire de la télé, c'est pas exclure les jeunes. Ils savent pas qu'ils regardent. Il leur arrive parfois sur YouTube de regarder TF1, mais ils le savent pas. Oui, des extraits. Oui, voilà. D'ailleurs, les chaînes luttent toujours contre la diffusion de leurs émissions sur YouTube. Je sais pas. Parce que pendant longtemps, ils disaient non, c'est interdit, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on les voit plus. France Télévisions, par exemple, a réussi à interdire, sans le vouloir à un moment, j'espère qu'ils ont rectifié le tir depuis, mais à un moment, on ne pouvait plus voir les émissions de France Télévisions à l'étranger. C'était extraordinaire. C'était France Télévisions tout seul s'était mis dans la situation d'empêcher toutes leurs émissions d'être vues à l'étranger. Mais ils savent qu'ils vivent de la pub. Ils s'en étaient même pas rendu compte. C'est moi qui leur ai fait remarquer parce qu'il y avait des gens beaucoup qui regardaient Ce soir ou jamais, et notamment pendant les révolutions arabes, tout le monde arabe regardait Ce soir ou jamais parce qu'on traitait, et je me souviens de l'émission qu'on avait consacrée à la révolution en Tunisie, qui avait été énormément vue en Tunisie, parce que c'était la première qui disait « vous avez gagné, ça y est, c'est réglé ». Et donc ça les a beaucoup marqués. Et à un moment, j'entends, j'ai plus beaucoup d'amis là-bas qui me disent « on peut plus voir Ce soir ou jamais ». Je me dis « bon, il doit y avoir un problème technique ». Et j'appelle, etc. Et on m'explique « bah non, en fait, voilà comment ça s'est passé ». Je leur dis « mais vous vous rendez compte que vous venez de vous couper de… » « Oui, mais tu sais, il y a TV5 ». Et je me suis dit « on vivait plus sur la même planète, quoi ». C'est-à-dire que les gens avaient tellement peu conscience d'Internet, du monde, etc. Et puis voilà, c'est les mêmes qui aujourd'hui se retrouvent assiégés, voyez. Mais ils ne se sont pas rendus compte que c'était eux qui avaient coupé le tuyau. Ils n'ont même pas fait le rapprochement. Ce serait assez marrant de voir, mais je pense que les jeunes, ils ne vont pas voir les replays sur TF1, ils cherchent les émissions sur YouTube. Oui, mais ils vont regarder beaucoup de replays. Ouais, le replay, ça marche bien. Mais je ne sais pas s'ils vont aller voir beaucoup de replays de TF1, j'en sais rien. Mais pourquoi pas ? TF1, a priori, c'était pas leur cible, c'est plutôt M6, la cible qui cible les jeunes. C'est là où ils sont complémentaires. Ouais. Mais du coup, sur RT notamment, parce que je sais que RT, ils rediffusent bien les émissions sur YouTube. Mais RT, c'est une logique de chaîne d'info continue, mais avec une logique de Netflix, c'est-à-dire de plateforme. Vous pouvez regarder toutes les émissions que j'ai faites depuis 3 ans. Vous pouvez les voir exactement comme vous voyez toutes les séries sur Netflix qu'ils ont produites depuis l'origine des temps. Mais donc, c'est pas sur Netflix, RT ? Non. Je veux dire, YouTube. C'est une logique mais YouTube, de c'est pas par abonnement. Non, bien sûr. YouTube vit de la pub. Oui, comme le télé, en fait. Et sauf que YouTube vit de la pub, mais ne paye pas un centime de prod.
à la différence de TF1 et M6. Vous voyez ? Donc le rapport n'est pas du tout le même. Vous avez autant d'audience, pas autant, mais presque de pubs, et peut-être autant d'ailleurs, j'en sais rien. Et sauf que vous n'avez pas dépensé 1 euro pour payer un journaliste ou pour payer un programme. Parce que les audiences diffusées à la télé et quand les émissions sont rediffusées sur YouTube, elles sont similaires ? Non, sûrement pas. Non, j'imagine que non. Il n'y a pas de. Vous avez, si vous voulez, c'est deux logiques différentes. Vous avez des émissions de stock vous avez du programme de stock et des programmes de flux. Un journal télévisé, une fois qu'il est passé, il ne vaut plus rien. À part l'interview de Dominique Strauss-Kahn, de retour de Rikers Island. Celle-là, elle va valoir. En pyjama jaune. Celle-là, elle va valoir un peu pendant quelques jours, mais pas beaucoup. Après, c'est fini. Et la plupart des émissions de TF1 sont des émissions de flux. Enfin, j'imagine, mais je ne regarde pas TF1, donc je peux dire des bêtises. Mais vous avez, Ce soir ou jamais, était une émission de flux, mais avec des moments extrêmement regardés en replay, y compris 1, 2, 3 ans après. Vous avez encore aujourd'hui des moments de Ce soir ou jamais qui continuent de faire des vues. Comme Nathalie Chouard. Par exemple. Quand ils sont empaillés tous les deux. Fatou Diom, bon, voilà. Il y a des moments comme ça. Mais, grosso modo, il y a peu de gens qui vont regarder une émission entière. Voilà. Et de Ce soir ou jamais, il y a 3 ans. Donc, des émissions de flux comme ça, il y en a quelques-unes qui Ruquier, il y a beaucoup de pastilles aussi qui ont été beaucoup vues. Mais lui, c'était toujours des clashs. Vous voyez, les clashs marchaient très bien. C'est ce qui a fait le succès d'Éric Zemmour. Les clashs entre Zemmour et tel invité. Voilà. Les gens aiment bien les clashs. Ah, puis il continue. Voilà. Moi, j'étais pas spécialement. C'est pas les clashs qui faisaient le plus, par exemple. Fatou Diom, c'est pas des clashs. Et pourtant, elle faisait 3-4 millions de vues dans les 15 jours, 3 semaines. Marie-France Garot, qui s'est exprimée plusieurs fois aussi, et qui a beaucoup marqué. Comme ça, vous pourriez faire un hit parade. Bon, mais après, vous avez des trucs qui continuent de valoir très cher, qui ont une valeur économique, en dépit du fait qu'ils sont là depuis longtemps, si vous voulez. Et je sais pas, moi, par exemple, les films. Un film de Scorsese, comme Les Affranchis, ça a encore une grosse valeur économique. Mais le film de Scorsese, The Irishman, qui est sur Netflix, ça vaut plus rien. Parce que tous ceux qui avaient envie de le voir l'ont vu. Ça n'intéressera plus personne, vous voyez. Et alors peut-être, s'il l'enlevait maintenant, peut-être que si dans 10 ans ou 20 ans, il le ressortait, il y aurait des gens qui auraient envie de le revoir. Mais aujourd'hui, c'est fini. Voilà, alors que Casino, si vous le passez sur TF1 demain... James Bond, là ? Non. Casino de Scorsese. De Scorsese. Je suis pas très calé en culture, mais c'est plutôt l'économie. Mais je crois que tout le monde est compte au courant. Et du coup, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à un jeune qui voudrait... Je ne conseille jamais rien à personne. Les conseilleurs sont pas les payeurs, Non, non, je pense ça, mais je dis jamais aux téléspectateurs ce qu'ils doivent faire, je leur dis jamais acheter ce livre, je leur dis jamais acheter ce disque. Et donc, je me garderai très bien toujours de... Ce que moi, j'ai vécu, c'est moi, avec les avantages et les inconvénients, les qualités et les défauts. C'est pas reproductible. Et très souvent, on donne des conseils à la lumière de ce que l'on sait soi-même faire. Et puis, très souvent aussi, en fonction de son passé qui n'est plus d'actualité. Alors, des erreurs à éviter, peut-être des choses qui... Je sais pas. Moi, ce que j'estime être des erreurs colossales que j'aurais jamais voulu faire, c'est ce qui a porté certains de mes collègues au pinacle et avec des très gros chèques, si vous voulez. Ce que moi j'estime être une erreur, voire une preuve d'un mauvais goût absolu, c'est ce qui fait qu'ils font de l'audience et qu'ils sont très bien payés. Donc, vous voyez, mes conseils, heureusement qu'ils n'ont pas écouté. D'ailleurs, je leur en ai pas donné. Comment vous êtes passé de quelqu'un qui avait une admiration pour le cynique quand vous étiez plus jeune, on en parlait? Enfin, pas... Non, je peux... L'argent et la gloire. Ah oui, mais ça, c'est pas de l'admiration, c'est de l'intérêt. Ouais. À quelqu'un d'engagé, justement, parce que ce que vous faites, c'est engagé pour une culture, pour une dimension plus grande. Oui, mais c'est... Il y a un écart, quand même, entre les deux, là. Non. Vouloir coucher avec beaucoup de femmes et gagner beaucoup d'argent, c'est aussi pas esthétique. Hein. C'est que tout ce qui est beau est cher. Hein. Et voilà. Donc non, je suis pas plus engagé qu'à l'époque, ni moins.
Mais il se trouve que j'ai pas été capable de coucher avec autant de femmes que j'aurais voulu, ni de gagner autant d'argent. C'est tout. Donc à un moment, on se dit voilà. Mais objectif moyennement atteint. Voilà. Si vous êtes marié avec des enfants? Mais ouais. Pas marié, non. Mais... Non, oui, mais avec des enfants. Oui. Et ça se passe comment, la vie familiale, quand on est très pris comme ça par des émissions, vous faites toutes vos journées? Non. Paris dernière, on le fait pas à 17h, on ne rentre pas chez soi à 17h. Je le faisais en une soirée et puis je le montais en 2 jours. Hein. Ça me laissait quand même 4 jours de libre. Hein. Non, c'est vrai. Mon fils est né pendant que je faisais Paris dernière. On le voit d'ailleurs dans son petit berceau, dans Paris dernière. Il l'a retrouvé récemment parce que quelqu'un l'a mis sur Internet. Il s'est revu, là. Et mon fils, il n'a pas l'impression d'avoir grandi sans parents. Hein. Au contraire, j'étais plutôt là. Alors le problème, c'est que ça lui a donné... Il savait qu'il allait me rencontrer vers 3h du matin. Donc quand il était petit, il se réveillait toujours à 3h du matin et il retrouvait son père. Et, alors que sa mère, il savait que c'était plutôt 7h du matin quand elle se levait. Quoi. Donc ça lui a donné de mauvaises habitudes, mais c'est tout. Il faut beaucoup bosser pour ce Non, milieu-là. moi je suis quelqu'un qui a besoin de travailler. Alors, beaucoup, pas beaucoup, ça dépend des gens. 35 heures? Non, mais tout ça, c'est pour ça que les conseils, ça n'a pas de sens. Si vous voulez, pour certains trucs, moi j'ai besoin de travailler. Je viens pas les mains dans les poches, donc je travaille. Mais le temps que je vais passer pour chaque émission, en fonction de l'émission, est très différent. Faire une interview d'1 heure avec quelqu'un pour tout savoir sur la personne d'en face et faire une interview que moi je trouvais bien, il me fallait 2 heures. Pour faire aujourd'hui les deux émissions sur Europe 1, c'est arrivé cette semaine, c'est arrivé demain, qui sont des émissions sur l'actualité, le temps de trouver les gens, etc., ça me prend 3 jours. Vous voyez, il n'y a pas de règle. Et ça pourrait me prendre beaucoup moins. Ça me prend 3 jours parce qu'il faut chercher l'actualité, il faut chercher la personne, et il faut préparer l'interview. Mais ça dépend. Vous allez vous mettre votre... en fonction de l'émission, faire dardard, ça pouvait me prendre un petit dardard, ça pouvait me prendre plus de temps que de préparer un Ce soir ou jamais. Alors pour ceux qui connaissent pas dardard, le concept? Dardard, c'est une œuvre d'art en 1 minute 15, vous racontez un truc. Mais pour ça, dans la manière de le raconter, c'est tout un travail de synthèse intellectuelle, de clarté, et pas de simplification, ni de vulgarisation. Bon, c'est tout un truc, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais à la fin, c'est 1 minute 15. Et ça m'a parfois pris plus de temps, ce travail-là, pour être clair, que les gens comprennent exactement ce que vous dites pendant 1 minute 15. Tu vois, qu'ils se disent pas, tiens, qu'est-ce qu'il a dit là? C'est fini, je peux plus comprendre. Et tout ça, ça me prenait plus de temps que de faire un numéro de Ce soir ou jamais. Vous voyez? Donc, ça dépend. Et au global, vous pensez que vous avez beaucoup travaillé ou alors c'était une vie plutôt agréable C'est-à-dire que j'ai certains de mes collègues qui lisent jamais les livres. Des gens qu'ils invitent, ne voient pas les films, se contentent de poser 3 questions à partir du dossier de presse ou parce qu'ils ont entendu que les autres les posaient. Ils travaillent pas. Donc par rapport à eux, je travaille comme une brute. Mais il y en a d'autres à côté qui, pour avoir le temps de lire... Moi, je peux lire 4 livres en une journée, par exemple. Ou certains diraient, je travaille vachement vite. Vous voyez? Enfin, je lis vite. Bon, moi, c'est ce qu'il me faut pour être capable de faire mon interview et que l'auteur du livre n'ait pas l'impression que je me fous de sa gueule, que j'ai pas lu son livre. Il est persuadé que j'ai lu son livre. Et je l'ai lu. Mais je l'ai lu quand même d'une manière très particulière, qui m'est propre. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça, c'est très relatif. Alors... certes, je travaille plus que celui qui travaille pas du tout, mais je travaille moins que d'autres pour faire le même résultat. C'est en fonction de vous, tout ça. C'est combien de temps il vous faut pour arriver dans le studio face à votre invité et être à l'aise. Et pas être comme un lapin pris dans les phares d'une voiture parce que vous savez pas du tout de quoi parle son livre. Vous voyez ? Je détesterais être comme ça. Et je pense qu'en plus, ceux qui posent les mêmes questions que tout le monde doivent en tout cas, ils ennuient leurs invités, ça c'est sûr, ça se voit, et les invités s'en plaignent. Derrière, ça râle après, ça gaze. Moi, à chaque fois, ils me disent, mais vous avez lu mon livre? Je dis, oui, c'est quand même la moindre des choses. Ils me disent, mais vous êtes le seul. Et là, ils vous balancent. Et je me dis, mais pourquoi ils font ça? C'est-à-dire, moi, je m'emmerderais à interviewer quelqu'un sur un livre que j'ai pas lu.
Parce que forcément, je lui poserais des questions sans intérêt. Si, Chancel, je vous le disais, à mon avis, il lisait pas les livres, mais il faisait ça génialement bien. Et donc, il y avait pour le type qui était interviewé, tout à coup, on lui parlait d'autre chose que de son livre, et il en était très content. Mais on lui parlait de quelque chose d'intéressant. Donc on a envie, il faut les intéresser, les interviews. Les gens qui sont en promo, ils passent leur temps à être interviewés par des caves. Donc il faut les intéresser un minimum. Vous voyez ? Mais non. Donc voilà, j'ai l'impression à la fois d'avoir beaucoup travaillé et pas beaucoup. Et l'important, c'est ça dépend de la taille de la feuille, si vous voulez. J'ai pas la même feuille selon les invités, selon les émissions. Quand je faisais une heure d'interview en tête-à-tête sur Europe 1, il me fallait une feuille A3. Ça faisait toujours marrer Jean-Pierre Elkabbach, il me voyait au restaurant, j'avais mon assiette au milieu, j'avais une feuille A3 en dessous et je remplissais ma feuille A3. Et quand elle était pleine, j'avais mon émission. Je savais que là, j'avais assez pour tenir une heure. Avec un type qui peut-être allait répondre en 1 minute à cette question ou en un quart d'heure. Et donc, feuille A3. Pour interdit d'interdire aujourd'hui, c'est 6 feuilles A4. Vous voyez, écrites très grosses, parce qu'aujourd'hui, ma vue baisse, et comme je ne mets pas mes lunettes, et que je les mets par terre, faut que je vois, donc c'est écrit très gros, mais c'est quand même 6, 7, 8, ça dépend, 8 feuilles de A4. Voilà, et quand je faisais Ce soir ou jamais, c'était 2, 3, 4 feuilles A4, mais noires, écrites en blanc. Mais c'était pas la même taille de... Ouais, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Mais au moins, vous savez que là, c'est bon, là, je peux faire l'émission. Tu vois, j'y vais tranquillement. Si j'y allais avec une seule feuille, je disais, ça va être dur. Va falloir délayer pour arriver à... J'espère qu'il a envie de causer ce soir, parce que sinon... Non, mais ça m'est jamais arrivé. J'aurais été très mal d'arriver avec une seule feuille. Donc du coup, en fait, la recette ADI, en tout cas, c'est de faire ce qu'on aime et de le faire d'essayer de le faire bien, d'être fier de soi. Voilà. D'avoir la conscience tranquille. Oui, c'est important. Dans ce métier, c'est important. Vous faites un sale métier, vous essayez de le faire proprement. Pourquoi un sale métier ? Parce que c'est un peu vulgaire, c'est pas très bien vu. Les gens gagnent trop d'argent, ils ont des cuits de souris, ils sont adulés par certaines personnes. Vous voyez, tout ça est pas très reluisant. Mais vous pouvez essayer de faire ça proprement. Et il y a eu toujours des gens qui ont essayé de faire ça proprement, honnêtement, proprement, même avec panache. Voilà. Et puis après, il y en a qui le font, et moi je voudrais pas le faire comme ça, mais ils rendent les gens heureux. Vous n'allez pas leur reprocher, non mais c'est vrai. L'opium du peuple ? Non, pas du tout. Et justement, moi je leur reproche pas du tout, et j'ai pas l'impression Parfois, il y en a certains, je pense qu'ils rendent les gens cons. Ceux-là, je leur en veux. Mais il y en a d'autres, ils les rendent juste heureux. C'est très bien. C'est comme les films. 98% des films qui marchent, je peux même pas les supporter 2 minutes. Mais si les gens sont heureux d'avoir dépensé 10 € pour aller voir ça, qu'est-ce que je vais pas aller les critiquer. Quelle importance. Ils sont contents. Ils ont été voir Fast and Furious 6, et ils ont le même plaisir que moi quand j'allais voir 2001, l'Odyssée de l'espace. Formidable. Parce que 2001, l'Odyssée de l'espace, c'était une fois tous les 15 ans. Fast and Furious 6, c'est tous les ans. Très bien. Puis ils sont heureux. Pas les faire chier. Frédéric Tadei, merci. Je vous en prie. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette interview. Puisque vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne Grand Angle Entrepreneur en appuyant bien sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Merci aussi de partager avec votre entourage, ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.